MacBook Pro M4 est-il le meilleur Mac à emporter qu'Apple n'ait jamais produit? Mieux encore, est-il le meilleur portable du marché dans sa catégorie face au PC sous Windows? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre cette semaine dans On refait le Mac. Design toujours aussi sexy, ratio, autonomie puissance de la puce M4 remarquable et surprise, 100 € de moins facturé. Bilan, que reste-t-il comme argument au MacBook Pro et à la concurrence? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux comme chaque semaine de vous retrouver pour nos débats tech avec comme invité, comme chaque semaine en plateau cette semaine, fantastique Laurent Pontanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. En duplex, il est toujours aussi exceptionnel puisque c'est lui qui fait les lancements. Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe. Salut tout le monde, hyper content d'être là avec vous pour ces fameux premiers essais, premiers avis sur le MacBook Air M4 qui est bleu mais pas bleu. Si le réalisateur veut bien faire un petit gros plan, on voit bien quand même qu'il est bleu. Il est presque bleu. C'est presque bleu. En duplex toujours. Non, objectivement, là sous l'angle que j'ai, il est gris. Non, mais là sous l'angle il est presque bleu pétrole, légèrement bleuté. C'est très surprenant. Mais quand tu le vois arriver, tu n'arrives pas à dire qu'il est bleu. Quand tu t'ai vu rentrer tout à l'heure dans le bureau avec, tu m'as dit, regarde, c'est un alu. Ouais, on a l'impression que ça. Et là, avec l'angle, on voit bien qu'il est bleu. Mais il faut vraiment. C'est vrai, très bizarre. En duplex, toujours sur son plus beau profil, Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier, est-ce qu'il est bleu le tien? Et franchement, regarde, ça c'est bleu. Voilà. Ouais, bah on dirait pas. Mon MacBook Pro est vert fluo aussi. Franchement, vous avez des problèmes. Dieu, les amis, là. Je crois qu'on est. Voilà. T'imagines les gens qui ont vu le site d'Apple, qui ont commandé et qui ont vu le truc arriver, ils ont dû avoir des. Il est bleu, mais il est très léger. Très léger. C'est un peu moins bleu que l'iPhone bleu, tu sais, Pro. C'était le 13 Pro qui était bleu, c'était un joli bleu pétrole, c'est ça? Ou le 14 Pro, je sais plus. Non, mais tu avais même le 15 qui avait un bleu, mais il était très très léger, mais il était quand même plus bleu que celui-là. Ouais. Alors que le 16, il est bleu magnifique. Tu vois. J'aurais aimé un bleu comme psychologique, ça, plus je me dis il est bleu, plus je le vois bleu. Hein, mais on va en parler. Un salut particulier en tout cas aux membres du club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, ça vous coûte un peu de sous, bien sûr, mais vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, vous avez droit à l'émission en direct au moment où on l'enregistre. Donc vous pouvez réagir sur notre chaîne YouTube en direct. Puis également, vous pouvez venir ici, au Village ici à Paris, au cœur du 8e arrondissement, ici rue La Boétie, pour assister à l'émission dans le petit salon à côté et voir toutes les coulisses avec nous et passer un bon moment et boire un bon petit coup avec modération. Toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo ou en scannant ce magnifique QR code. Un mot au sujet de notre sponsor, laboutiquedunet.com. Laboutiquedunet.com, qui est basé à Lyon, est un acteur incontournable du marché français de la vente en ligne de produits high-tech, et ce depuis 2002. Il s'engage à offrir une large sélection de produits de qualité, soigneusement choisis et proposés à des prix très compétitifs. Grâce à ORLM, profitez d'une offre exceptionnelle cette semaine, un LaCie Rugged Mini SSD d'1 Teraoctet offert pour l'achat d'un disque dur LaCie D2, disponible en 10, 14, 16 et 18 Teraoctets dans la limite des stocks disponibles. Le LaCie D2 Professional est le disque idéal, que ce soit pour modifier et archiver des projets volumineux grâce à ses capacités et ses performances élevées. Quant au LaCie Rugged Mini SSD, c'est un disque portable, résistant aux chutes, à la poussière et à l'eau, rapide. Il est le compagnon idéal de votre Mac ou iPad pour l'accompagner sur tous les terrains. On revient au MacBook Air. Est-ce que cette version M4 est le meilleur PC Mac à emporter? On va tenter d'y répondre. Est-il le meilleur PC Mac à emporter? Le meilleur portable d'Apple jamais conçu, ni plus ni moins à ce niveau de prix. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas un super rapport qualité-prix chez Apple. Alors, avant de lister les qualités de ce modèle, parce qu'elles sont nombreuses, les qualités, quelles sont les nouveautés au régime du design? On a commencé à éventer la chose, mon cher Laurent. On a fait un live tous ensemble vendredi soir qui était très sympa, en mode chill, hein, chacun chez soi, oui. À discutailler. Les gens, dans les commentaires, les gens ont plutôt apprécié. C'est vrai que c'est vrai que c'était une bonne ambiance. Donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez... Hein? Bon. Quel rapport avec la couleur? Non, parce qu'on en a déjà parlé. Donc, du coup, la nouvelle couleur, il y a quand même... Non, surtout qu'on a mis un quart d'heure à vraiment prouver qu'il était bleu. On a du mal à prouver qu'il est bleu. Non, donc, en fait, il y avait un Space Gray qui est remplacé par un Sky Blue. Voilà, donc c'est un bleu... C'est un bleu, alors, très, très, très léger. Et c'est marrant parce que, tu vois, là, quand on filme de face, il fait gris. Mais pour montrer aux gens qu'il n'est pas gris, je vais essayer... C'est un iPad silver. Ça, c'est un iPad gris. Et si je le mets à côté...
Tu vois, on voit que le gris est quand même un petit peu plus clair, quoi. C'est léger, mais c'est light, hein, c'est très light. Voilà, donc. Et quand tu regardes là avec de l'angle, effectivement, c'est bleu, mais c'est pas un bleu soutenu, quoi. Donc il faut un éclairage, quoi. Ouais, il faut un éclairage. Après, c'est une couleur originale. Hein. On n'avait jamais vu cette couleur sur un MacBook. C'est-à-dire que on avait eu du doré, on avait eu, tu vois, on restait dans des couleurs métalliques, pas dans des couleurs, tu vois, de vraies couleurs soutenues. Ouais, on va pas aussi loin que l'iMac où il y a une multitude de couleurs un peu flashy dans le rose, le jaune et j'en passe, c'est l'orange. Là, ça reste quand même assez pour un ordinateur grand public. Assez sobre, donc pas d'évolution côté design depuis qu'il est apparu en 2022. Toute la gamme a le même format, c'est-à-dire un écran plutôt plat, c'est-à-dire le dessus est très plat. Il est beaucoup plus fin que le MacBook Pro. Et oui, beaucoup. Et le dessous avec légèrement rebombé sur les bords. C'est très beau. Moi, j'aime bien ce design. Non, moi, je valide le design, donc qui est plutôt apprécié pour son élégance et sa finesse. Mais ce n'est pas la seule qualité que vous publicitez. C'est l'objet de notre premier sondage sur X cette semaine. Regardez. Possesseur de MacBook Air, quelle est la qualité que vous publicitez le plus concernant l'ordinateur portable d'Apple? Vous avez plusieurs réponses possibles. Vous êtes 24,2% à répondre sa légèreté, son silence à l'usage 18,3%, son rapport qualité-prix 23,3%, et oui, il a baissé de 100 €, ce qui est sûrement rare pour être souligné, et surtout, vous publicitez son autonomie, 34,2%. Alors, qu'en est-il de la nouvelle génération, Didier? On reste sur le même niveau que le M2 a priori, hein? Oui, de toute façon, c'est assez logique puisque en fait, les TDP de puce ne changent pas, donc on a à peu près toujours la même conso. Et puis, tu vois, la finesse de gravure n'a pas tellement bougé là dernièrement, donc voilà, il n'y a pas eu de gros changements. L'écran n'est pas plus grand. Enfin, en fait, tout ce qui joue sur la conso, c'est toujours un peu les mêmes choses. Donc, si tu changes juste la puce et qu'elle est à peu près pareille que la précédente en termes de conso, tu n'auras pas des changements énormes. Après, évidemment, l'autonomie, c'est toujours Apple te donne toujours des chiffres énormes. Quand tu regardes comment ils ont obtenu leurs chiffres, tu te dis oui, bon, dans la vraie vie, si tu fais un peu de montage, tu vas diviser par 3 l'autonomie. Si tu mets l'écran à moitié, tu vois, tu vas gagner pas mal aussi. Mais bon, dans le train, tout ça, en extérieur, c'est quand même un peu compliqué. Donc c'est très variable en fonction des usages et puis effectivement des concessions que tu es prêt à faire. Des fois, même Apple enlève le Wi-Fi, je crois, sur certains tests. Donc c'est dire s'ils sont prêts aussi à faire des économies pour te dire oui, le truc il dure 3 jours. Non, en vrai, un MacBook Air, dans la journée quand même, moi j'ai tendance quand même à le charger, mais je fais pas mal de choses dessus, tu vois. On reste sur 18 heures, Laurent ou Christophe, peu importe. C'est ce qui est donné. Oui. En tout cas, c'est ce qui est donné comme et c'est une des machines qui a le plus d'autonomie du marché, hein, si ce n'est la machine de cette gamme qui a le plus d'autonomie. Donc ça, je pense que le sondage est plutôt clairvoyant, quoi. Christophe. Ouais, le truc de fou, moi, qui me parle vraiment, c'est que effectivement, on a droit à 18 heures en streaming de vidéos, tu vois, 18 heures d'autonomie, que ce soit pour le 13 pouces, mais également pour le 15, qui a pourtant un plus grand écran, comme son nom l'indique. Et donc ça, c'est assez étonnant, je trouve. En fait, franchement, Apple fait bien les choses de ce côté-là. Ouais, MKBHD, vous savez, le célèbre YouTuber américain, a relevé que la puissance de la batterie avait augmenté légèrement. Donc, selon lui, on devrait gagner en autonomie. J'ai posé la question à Apple et ils m'ont répondu l'autonomie est 18 heures. Voilà, merci. Ça sert vraiment à grand-chose de faire des produits briefing avec Apple en ce moment. Tu sais que tu as une autre marque qui ne communique pas sur les tailles de batterie, c'est Tesla. Ils te donnent une autonomie aussi, puis ils te disent... Puis en fait, tu peux avoir des batteries différentes, quoi, parce qu'ils optimisent d'autres choses à côté. Bon. Alors, ils ont beaucoup insisté, Didier, sur le site, en revanche, et lors du produit briefing, sur le fait que la machine a été beaucoup plus rapide cette fois-ci à se charger, jusqu'à 50% en seulement 30 minutes. Est-ce que tu as déjà, alors que tu viens tout juste de recevoir la machine, en a fait l'expérience? Moi, j'ai levé un petit loup, mais je te laisse, peut-être que tu as levé le même que le mien. Oui, en fait, alors tu vois le chargeur là. D'ailleurs, tu as un joli petit cordon aux couleurs du MacBook Air. Voilà, mais par contre, c'est vrai que si tu prends les versions classiques, c'est-à-dire que si tu ne prends pas d'option, tu as un petit chargeur qui doit faire, je ne sais plus, 35 watts, je crois. Ouais. Et celui de 35 watts, même, je crois qu'il fait. Ouais, voilà. Et en fait, ce chargeur-là, tu vas voir que tu mets plutôt 2-3 heures à charger la machine. Alors, il faut savoir une chose, Didier, c'est que les gens ont tendance à vouloir prendre celui-là parce qu'il semble plus pratique plutôt que l'autre modèle 70 watts, parce qu'il a 2 ports USB-C. Ils disent, tiens, je vais prendre le modèle avec 2 ports USB-C. L'autre n'en a qu'un. Grave erreur, oui. Mais surtout, moi, ce que je vous encourage, c'est à ne pas prendre des chargeurs Apple. Maintenant, j'ai du Ugreen, du Anker, enfin, je ne vais pas faire de pub pour l'un ou l'autre, mais honnêtement, ils sont plus puissants.
Ouais, mais en fait, celui qui est livré avec la machine, tu vois, tu le laisses à la maison, c'est ton chargeur de backup ou tu le mets au bureau. Et puis celui que tu vas vraiment utiliser, tu prends une autre marque qui, eux, ont des multiports, qui, eux, ont des fois des puissances de 100 watts, par exemple, et qui coûtent à peu près le même prix que l'option chez Apple. Et du coup, c'est vachement pratique parce que tu charges ton Mac, ton iPhone, ton iPad. Et moi, je trouve que c'est bien mieux. Après, la charge des machines chez Apple, elle est quand même pas hyper rapide par rapport à la concurrence. Bon, encore plus sur les téléphones, mais tu vois, là, 30 minutes, une voiture électrique, tu fais le 10-80% en 30 minutes. Une voiture électrique moyenne. Et tu vois, sur un Mac, on n'y arrive toujours pas à faire ça, quoi. C'est vrai. Donc, effectivement, on sous de l'oreillette que c'est un chargeur 35 watts et non pas 30 watts. Il est équipé de 2 ports USB. Vous avez le choix au moment où vous achetez le MacBook Air sur le site d'Apple d'avoir la version 35 avec 2 ports USB-C ou une version 70 watts. Prenez plutôt la version 70 watts. Attention, par défaut, c'est le 35 watts qui est livré. Donc, on vous dit. Et en plus, Olivier. Pardon. Il y a une petite subtilité, c'est que si tu utilises le deuxième port des 35 watts, c'est 35 watts divisé par le nombre de périphériques, enfin, tu vois. Ouais. Ce qui explique que certains de nos confrères ont trouvé la charge un petit peu fainéante. On pense notamment à nos confrères de numérique qui ont le produit bien avant nous. Il a fallu près de 3 heures, 2h53 pour recharger complètement le MacBook Air parce qu'il avait effectivement le chargeur 35 watts. En tout cas, Christophe, aujourd'hui, on peut dire que l'autonomie, ou Laurent, est un argument béton face au PC sous Intel. Hein. Ah ouais. Quand tu... Vas-y. Je t'en prie, Laurent. Non, vas-y, Christophe. Non, effectivement, du côté du monde du PC, on est bien loin de tout ça. On peut carrément diviser par 2. Pour la moyenne, l'autonomie est quand même de 9 heures, ce qui fait une franche différence. Et puis, tu vois, tu parles, Olivier, de charge, d'autonomie, de charge. Forcément, avec la charge vient aussi la chaleur et le dégagement, tout simplement, en fait, la ventilation de la machine. Et dans le MacBook Air, tu n'as absolument pas de déclenchement sonore parce que tout simplement, il n'y a pas de ventilateur et que tout ça est passif en termes de stratégie thermique sur la machine. Et ça fait une vraie différence parce que, tu sais, là, ici, en fin de journée, j'étais chez un client, il avait un MacBook Air, justement, Intel. C'était un MacBook Pro Intel et la machine fait du bruit, en fait. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui chez Apple et on adore ça, quoi. Oui, je me souviens que chaque fois que je lançais Teams ou Skype sur mon MacBook Pro Intel, ça lançait le ventilo. Tu devenais fou. Après, tu as le revers de la médaille de ça, c'est que nous, par exemple, si tu habites dans le sud, l'été, tu sais, il fait très chaud ici, il peut faire 30-35 degrés. On n'a pas ce problème en ce moment à Paris, mon chéri. Mais par contre, moi, j'avais fait des tests de performance et tu peux avoir la machine, comme elle n'a pas de ventilo, les performances s'effondrent. Vraiment, genre l'été, des fois la machine est impossible à utiliser. Et j'ai des amis qui sont en Afrique, ils m'ont dit les MacBook Air là-bas, on évite à cause de ça, parce que vraiment, des fois tu as des grosses chaleurs comme ça. Mais ou dans les Antilles, tu vois, quand il fait très humide et tout. Tu confirmes, Laurent, on est toujours autour plutôt de la moitié de 18 heures pour le monde PC ? Oui, pour le monde PC, et encore une fois, c'est un des rares avantages d'Apple. Quand tu designs ta puce, que tu regroupes tout au même endroit, donc tu vois, tu as moins de perte de chaleur, que tu graves en quelques nanomètres. C'est tout ce travail entamé il y a quelques années qui paye aujourd'hui. Et je trouve que cette machine, finalement, comme c'est la machine préférée des utilisateurs de Mac, c'est celle qui tire le plus parti de ça. On disait tout à l'heure, pas de ventilateur, avec la limite du refroidissement. C'est-à-dire que si il fait très chaud à l'extérieur, la machine va avoir tendance à ralentir ses performances pour rafraîchir, en tout cas pas augmenter sa chaleur. Mais c'est la machine qui en tire le plus parti. Parce que grande autonomie, grande puissance, superbe conception, ouais, c'est plutôt smart. On s'est intéressé un petit peu à ce qui existait dans le monde PC. On s'est arrêté sur un modèle de chez Samsung. Stéphane n'est pas avec nous cette semaine, mais on a voulu lui faire plaisir. Le Galaxy Book 4 Ultra, qui est l'un des modèles certainement les plus performants en termes d'autonomie, avec un rapport poids-puissance, je dirais, un rapport et un encombrement comparable à celui du MacBook Air. Et on est plutôt autour des 5 à 6 heures en mode vidéo. On dépasse rarement effectivement les 9 heures pour l'instant dans le monde Intel. Une question Twitter, Laurent. Ouais,
On a Mano qui nous pose une question qui dit, avec l'arrivée des puces ARM plus performantes sur Windows, comme par exemple le Snapdragon X Elite, le MacBook Air M4 garde-t-il son avance en termes de puissance d'autonomie ou assiste-t-on enfin à une véritable concurrence sur ce marché? Alors que le Samsung était lui équipé d'une puce Intel, pour les performances, on va y répondre dans un instant avec Didier, mais en registre de l'autonomie, on l'a comparé, regardez, à un Honor Magic Book Art 14 pouces. Il est facturé 1499 €. Il est équipé d'une puce Snapdragon X Elite de Qualcomm. Et le constructeur annonce 10 heures d'autonomie. Et nos confrères, encore une fois, des numériques, ils l'ont testé. Ils l'ont poussé jusqu'à 13h30. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On voit que l'écart se resserre. Ce qui est quand même intéressant, c'est de te rendre compte des limites des puces Intel aujourd'hui. Le problème, c'est la puce Intel. C'est-à-dire que dès que tu quittes la puce Intel, tu gagnes en autonomie, sans même aller sur l'hyper-efficacité des puces Apple. Tu vois ce que je veux dire? Le simple fait... donc, il y a des questions ont commencé à se poser, quoi. Tu vois, l'écart se resserre, hein, Christophe Didier, en termes d'avance de la puce M. Qualcomm suit la même stratégie qu'Apple, tout simplement. Oui, c'est même aussi. C'est une stratégie effectivement proche de celle de Apple en termes de structuration du processeur, en termes de structure même en fait des différents corps, etc. Donc c'est sûr et certain que ça se rapproche de plus en plus de Apple. Maintenant, on voit malgré tout que tu vois la génération qui arrive à chaque fois est suffisamment en retard quand même en fait par rapport à la génération actuelle de Apple ou à celle qui va arriver, tu vois. Et donc Apple conserve une avance. Maintenant, effectivement, ils doivent continuer à la défendre. Et pour combien de temps? Parce qu'à un moment donné, effectivement, il y aura sans doute un plateau de maturité, tu vois, de ce type de processeur également, quoi. Alors, ce qui est amusant, c'est que Qualcomm, pour parvenir et accélérer son développement, pour adapter une puce ARM à un PC, a racheté une boîte qui le faisait de son côté plutôt pour des serveurs, hein, d'ailleurs, qui développait des puces ARM pour des serveurs. Et figurez-vous que cette boîte a été créée par des anciens d'Apple qui ont travaillé à la puce M notamment, comme quoi la boucle est bouclée. Moi, ce que j'ai noté par rapport à mes habitudes d'utilisation, c'est là j'ai un MacBook Air M2 pour le studio qui nous permet d'avoir le minimum pour piloter tout ce qu'il y a dans le studio, notamment le prompteur. Au quotidien, j'utilise plutôt un MacBook Pro 16 M2 Max. Moi, ce que j'adore avec cette machine, j'aimais bien celui-là, mais le 13 est trop petit pour moi, pour mes petits yeux de quinca. C'est vraiment sa légèreté, le 15 pouces qui est là. C'est un vrai bonheur au quotidien, Didier, à utiliser. Ah bah oui, mais c'est... Enfin, bon après, ça dépend un peu si tu as un écran externe au bureau ou pas, mais moi j'ai toujours trouvé que les 13 pouces c'était un peu le minimum, mais les gens qui passent leur vie sur des 13 pouces, ils s'abîment quand même un peu les yeux, et puis voilà. Mais donc les grands écrans c'est cool, par contre je trouve que quand tu mets un grand écran, tu vois, c'est encore cher. Là, si on prend l'exemple de ton Magic Book de Honor, tu vois, c'était un 14 pouces je crois, il fait 1 kg, 14,6 pouces OLED, tu vois, OLED, écran OLED, 32 Go 1 Tera, le tout pour la modique somme de 1499 €. Voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire que les gens aussi prennent pas le grand écran parce que c'est quand même encore un sacré investissement et tu te rapproches petit à petit des prix du MacBook Pro en fait. Rappelons que le Mac lui est équipé de 16 Go, ce qui est une nouveauté cette année, une belle évolution, et malheureusement que de 256 Go de SSD. On est loin du 1 Tera effectivement du modèle de chez Honor. Donc quand je disais que c'était un vrai bonheur, c'est qu'il pèse moins de 2 kg, que ce soit la version 13 ou 15 pouces, 1,24 kg pour un 13 pouces comme celui-ci, 1,51 kg pour la version 15 pouces. Donc c'est quand même 300 grammes de moins qu'un 14 pouces, toi qui utilises au quotidien un 14 pouces MacBook Pro qui dépasse les 1,5 kg, et c'est quand même 900 grammes de moins que mon MacBook Pro 16, et croyez-moi, quand je l'ai dans le bas du dos, dans le sac à dos, dans le bas du dos, ça marque vraiment une différence. Laurent, une question sur Twitter. On a une question de Chavenet. Ma femme a voté son autonomie et moi, ce serait le rapport qualité-prix. Allez trouver l'équivalent ailleurs, bon courage. Donc c'est vrai qu'on l'a peu souligné, mais Apple a baissé son prix de 100 € par rapport à la version M3. Depuis l'arrivée de ce nouveau design, ça fait, en l'espace de 2 ans, le prix a fondu de près de 200 €. Sachant en plus qu'avant, il était livré en 8 Go, que l'option de 16 Go, c'était 150 ou 200 €. Donc au final, c'est un bel effort. C'est tellement rare qu'on va le souligner. 1199 € en France. Par contre, aux États-Unis, on est sous la barre des psychologiques des 1000 $. Aux États-Unis, il est sous la barre psychologique des 1000 $. Donc, tu vois, il fait partie des machines à 900 $, même s'il est plus proche des 1000 que des 900, mais il est sous la barre psychologique.
Ouais. Ça fait longtemps, Didier, on en parlait en préparant cette émission et on en parlait aussi vendredi lors du live, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une machine avec un tel rapport qualité-prix. Il a fallu revenir presque au début des années 2010 avec l'épopée des MacBook Air avec les puces Intel. Souviens-toi, ils avaient un super rapport qualité-prix, puissance à l'époque. Oui, on avait des machines, même je crois qu'en dessous de 800 €, on arrivait à trouver des 13 pouces Intel. Alors, c'était pas très puissant et tout, mais c'est vrai que quand il y a vraiment une époque, moi j'avais fini la fac un petit peu, mais tu vois, dans les entreprises, dans les startups et tout, on commençait à avoir des Mac partout. Justement, chez les étudiants, le Mac était revenu, on t'en revoyait dans les amphis parce que le prix avait vraiment fondu. Et c'est vrai que, bon, après, tu dis, il y a l'inflation, il y a tout, donc il faut aussi se mettre un petit peu en perspective. Par contre, si tu regardes les specs de ces machines, tu vois, moi je regardais un MacBook Air il y a 10 ans, il avait 8 Go de RAM, et bon, il y avait des 128 Go à l'époque quand même, mais c'était pas beaucoup plus. Et en fait, aujourd'hui, les besoins ont quand même changé. Donc après, est-ce qu'aujourd'hui, ton budget par rapport à tes specs, il est cohérent? La question, en fait, elle est plus là, je pense. Je crois que le premier MacBook Air, il faisait 64 Go même. Hein. Mais bon, c'était il y a... Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le tout premier, ouais, c'était il y a longtemps, quoi. Alors, il est resté longtemps 256, quand même. Ouais, à la conclusion, est-ce que c'est le meilleur Mac portable et au-delà, le meilleur PC portable de sa catégorie? On a tout simplement une réaction sur Twitter. Ouais, Johnny Papas dit « Le meilleur ordinateur portable depuis l'invention de l'informatique ». Le meilleur produit d'Apple aussi, lui, il tient ses promesses, pas comme l'iPhone, l'IA et iOS. On est d'accord, c'est le meilleur portable d'Apple à ce niveau de prix, car vous allez voir que les performances sont également remarquables, mais pour autant, ce MacBook Air n'est pas dépourvu de manque, on en parle après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et sur la planète Apple en général. Et comme chaque semaine, on retrouve Didier Poligani de Mac Forever. Et oui, salut les amis. Le meilleur moment de l'émission, le busomètre. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de l'article de Gruber, parce que Apple risque d'être vraiment pas contente. En fait, tu sais, dans les médias, il y a un peu deux types de médias. Il y a ceux qui sont un peu chouchoutés par Apple et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui le sont, forcément, ils ont du mal des fois à critiquer les 256 Go, par exemple, tu vois. Et notamment John Gruber, qui fait partie de ce petit panel qui est souvent invité quand même chez Apple. Sauf que quand Apple commence à dépasser un petit peu les bornes, par exemple le sujet autour de l'IA, hein, on a beaucoup débattu ces derniers temps, à te faire des fausses publicités, des promesses un peu mensongères, ça commence à irriter un peu tout le monde. Et donc les langues se délient, et je trouve ça très bien aussi que voilà, on mette Apple un petit peu face à ses responsabilités. Et c'est ce qu'a fait John Gruber cette semaine, donc avec un article assez fluff quand même, assez documenté, qui explique en gros qu'il n'est pas très content. Alors non pas qu'Apple avance pas sur Apple Intelligence, parce que comme il le dit, on peut se planter, on peut être en retard, il n'y a pas de souci, mais c'est la façon dont on te présente les choses, dont on essaye de te modifier un petit peu la vérité, et finalement on s'aperçoit qu'en interne, il y a beaucoup de choses qu'on suivi, parce que après tu as d'autres journalistes, notamment chez Bloomberg, qui ont expliqué qu'il y a eu des réunions de crise un petit peu en interne, que voilà, Tim Cook n'était pas content. Donc je pense que le feuilleton n'est pas fini, mais en tout cas, je trouve ça bien de voir que quand même, au bout d'un moment, il ne faut quand même pas dépasser les limites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est-à-dire que dans son blog Daring Fireball, hein, qui est le blog de John Gruber, il revient sur l'annonce d'Apple de retard de Siri qui va être disponible d'ici 2 ans, Laurent. Ouais, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce qui s'est passé, je trouve. La première, c'est que Gruber dit « C'est la première fois que je me sens pris au piège de cette façon-là. C'est-à-dire que je suis Apple depuis des années, et quand Apple fait une promesse, Apple, c'est rarissime qu'Apple ne délivre pas, voire même ne surdélivre pas par rapport à sa promesse. Alors bien sûr, nous on blague toujours sur le fait qu'ils n'ont pas sorti le chargeur. Bon, c'est une induction. À induction, mais c'est une anecdote, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est presque une histoire, tu vois, c'est pas comme ils disent, je vais sortir une machine et qu'ils la sortent pas. Et donc lui, quand il a entendu les annonces, il a dit, bon ben ok, on sent que c'est un peu en avance de phase, mais truc. Et en fait, d'ici la fin de l'année. J'ai donné un blanc-seing à Apple parce qu'ils ne m'ont jamais trahi. Et en fait, la deuxième partie, c'est il dit, je vous prie d'accepter mes excuses. Et donc il le vit mal lui-même en se disant, comme j'avais ce premier point où j'ai toujours fait confiance à Apple parce qu'Apple a toujours délivré, le fait qu'il ne le fasse pas, ça me met moi dans une situation où j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail de manière entière. Et sous-entendu, c'est là où c'est intéressant, c'est sous-entendu, je suis le seul
là, à vous le dire, mais tous les autres journalistes et tous les autres auraient dû le faire. Et je suis le premier à le dire. Et donc, du coup, il y a, comme le dit Didier, il y a un peu deux trucs. Il y a ceux qui se disent, waouh, si on remue, on risque d'être blacklisté. Et d'un autre côté, il y en a d'autres qui disent, ouais, bon, maintenant, ça y est, il a crevé l'abcès. On y va. On y va. Bon, la conséquence est intéressante. C'est il a sorti une bande audio d'une réunion interne qui paraît-il. Mark Gurman. Oui, mais. Tout est lié, hein. Ouais. Tout est lié en fait. C'est Mark Gurman qui a sorti, c'est pas. Oui, mais tout est. En fait, tu te rends compte qu'en cascade, en fait, tout s'enchaîne. Oui, je pense que c'est piloté par Apple, la sortie de la vidéo, pour dire regardez, on est en conscient, on est nous aussi victimes et on a remonté les montelles à l'équipe Siri. Mais les gars, ça fait 1 an et demi que vous savez que vous êtes en retard. Et vous avez annoncé un produit alors que vous saviez qu'il ne serait pas prêt en temps et en heure. Et c'est pas que Siri, hein. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on voit Siri. Ça. Siri, c'est la partie visible de l'iceberg, mais en fait, on se rend compte que c'est tout le sujet. Bien sûr, mais je sais pas. Mais si je peux me permettre, Olivier, parce qu'en fait, le truc qui est vraiment, tu vois, annoncer une machine et ne pas la sortir, c'est une chose. Annoncer un produit et ne pas le sortir, c'est une chose. Mais ici, c'est plus complexe que ça, parce que c'est annoncer un produit et faire vendre des machines compatibles à ce produit sans pour autant avoir la promesse qui suit derrière, tu vois. Et donc, ok, si finalement, en fait, il fallait attendre l'iPhone 18 ou l'iPhone 19 pour finalement être compatible avec Apple Intelligence, peut-être que certaines personnes auraient pris, tu vois, un iPhone 15 sans pour autant qu'il soit compatible avec Apple Intelligence. De téléphone du tout. Voilà, et donc c'est ça la problématique, c'est de prendre de ne pas délivrer et en même temps de faire en sorte de vendre des produits sur base de cette fausse promesse. Alors lui, il va plus loin, John Gruber, parce qu'il dit, d'abord, le titre, il va, hein, il y a quelque chose de pourri chez Apple, hein, donc c'est pas... Ouais. Il y a un jeu de mots avec la pomme, mais quand même. Et il pointe du doigt qu'une personne a pris la décision d'annoncer Apple Intelligence comme une entité, alors que ce n'est pas une entité, que c'est un millefeuille de plein de fonctionnalités. Et c'est pour ça que c'est compliqué. On en a longuement parlé vendredi dernier dans le live. Allez le voir, le RLM de vendredi soir, où en gros, c'est pas un Gemini ou c'est pas un ChatGPT. Hein, c'est plein de fonctionnalités de plein d'équipes éparpillées. Et il n'y a pas un responsable d'Apple Intelligence. Il y a plein d'équipes qui travaillent en parallèle. Et j'imagine que c'est très compliqué à orchestrer, donc à la décharge d'Apple. En revanche, lui, il affirme, et je pense, et je suis assez d'accord avec lui, qu'au moment où Apple fait la keynote lors de la WWDC en juin dernier, ils le savent qu'ils ne pourront pas délivrer. Et surtout, ils font des fausses maquettes. Ils font des fausses maquettes. Ils font un faux démonstrateur. Il faut une démonstration qui est pas un produit fini. C'est pas une démo, c'est juste de l'image de synthèse ou de la capture d'écran. Et il pointe du doigt une personne qui a dit OK, ça peut être que Tim Cook. Voilà. Donc ça y va, ça tape assez fort. Et on va voir comment Apple va s'en sortir. Notamment, on est impatient d'être en juin à la WWDC. J'espère qu'il y aura un beau mea culpa. On enchaîne avec les studios display. Oui, alors ça aussi c'est un sujet parce que comme moi, tu vas peut-être acheter des Mac Mini, des MacBook Pro ou des Mac Studio et tu aimerais bien un écran Apple parce que les écrans Apple, ils sont design, en général, ils étaient plutôt meilleurs que les autres. Et aujourd'hui, c'est plus trop le cas dans ce qu'ils proposent, c'est-à-dire surtout sur le Studio Display classique qui coûte quand même près de 2000 € et il est ni OLED ni mini LED. Oui, il a vieilli. Il a vieilli et puis c'est vrai que aussi par rapport à ce que offre la concurrence, tu te dis là il commence à y avoir des choses pas mal chez Asus et tout. C'est plus tellement au niveau pour le prix en fait. Tu es prêt à payer le prix, mais il faut quand même quelque chose de correct. Alors Apple travaillerait sur de nouveaux écrans. Moi je me méfie beaucoup de ces rumeurs là qui sont remontées un petit peu par Gurman parce que la dernière fois qu'on a eu des rumeurs autour des écrans, ça a pris des années avant de voir quelque chose arriver. Et le premier modèle, rappelle-toi, était super cher. C'était le Pro Display XDR, moi que j'ai, qui est fantastique, mais 6 000 €, on a posé un demi-bras. Ouais, non mais c'était le prix le pied à 1000 €, etc. Donc voilà, Apple travaillerait là-dessus. Ce qu'il faut savoir quand même, là où ils ont une petite avance, c'est que des écrans 5K, on en parle souvent, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais il y en a, maintenant il y en a qui en font, et qui profitent d'ailleurs chez Samsung, chez Dell, LG, etc. Ils profitent du fait que justement Apple les propose cher, donc ils sont pas encore pas chers, quoi. Ils sont moins chers qu'Apple, mais ils sont encore chers. Donc ce serait bien que cette gamme se démocratise un petit peu. En tout cas, moi j'ai hâte quand même de voir ce qu'ils nous préparent parce que ça manque un bon écran Apple. Tu vois, avant ça coûtait 900 € un Studio Display. C'était vraiment mieux qu'un écran 1080, quoi. Ne fût-ce que par la calibration, Laurent. Moi, je veux faire un petit commentaire et un petit commentaire qui est, je pense qu'il est important. Moi, j'ai un LG. Ok, donc le LG que j'ai, c'est exactement le même. Si je faisais une comparaison de voiture, c'est comme si c'était le même moteur
que l'écran Apple. Donc pas le grand XDR, donc le 5K. Et c'est la même dalle. C'est la même dalle. Et alors en plus, le LG, il a la caméra et les haut-parleurs qui sont d'une assez bonne qualité. Il y a les haut-parleurs sur le Mac, mais il n'y a pas de caméra. Ouais, mais le son est assez bon. Juste, ce qui est intéressant dans cet écran, c'est que c'est un écran qui n'a pas de bouton de contrôle. C'est-à-dire que c'est le Mac qui le commande. Ah. Ouais. Et en fait, c'est quand à l'utilisation, c'est exceptionnel. Parce que ça veut dire que sans logiciel ajouté, parce qu'il existe des logiciels. Avec les touches de fonction du clavier. Avec toutes les touches de fonction, tu fais augmenter la luminosité, baisser la luminosité. Donc en fait, tu le branches comme un ordinateur. C'est comme l'écran intégré. Et il n'y a pas beaucoup d'écrans qui font ça. Moi, j'ai 2 LG à la maison, 2 5K. J'ai ce modèle-là qui est vraiment fait pour le Mac, et un autre qui est plus général. Et ben l'autre, j'ai été obligé d'installer un logiciel qui duplique le comportement des boutons, tu vois, qui intercepte l'appui des boutons, et c'est quand même un vrai plus. Et mais t'en as qui le font, Oui. On commence à en avoir. Mais je veux juste alerter les gens qui nous écoutent en nous disant, si vous vous posez la question d'acheter un écran, jetez un œil si c'est une fonctionnalité qui existe, parce que c'est quelque chose qui est franchement sympa. Tu confirmes, Didier? Oui, je confirme. Mais oui, totalement. Non, mais c'est hyper pratique. En plus, quand tu vois les écrans PC, il faut toujours aller sous l'écran pour modifier le truc. Quoi. Enfin, sauf si t'es sous Windows, tu peux jouer avec les trucs Windows, mais pour le Mac, c'est un petit peu compliqué. Après, moi, je sais pas vous, mais moi, je mets souvent quand même à fond l'écran, donc bon. Est-ce qu'on modifie ça vraiment souvent? Je sais pas. Didier, on parle des iPhone 17. Bah oui, écoute, voilà, le printemps arrive, les nouveaux iPhones sont en préparation. Donc, on va parler de l'iPhone 17 et de l'iPhone 17R. Donc, tu sais qu'il y a un nouveau design un petit peu. On parle déjà du 17, on parlera du 17R. Un petit peu de robot, voilà. Sur le 17, on vous avait prévu comme ça un petit design de robot avec les capteurs mis tous sur une petite barre. Qui serait sur le haut de l'écran. Alors, ils n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord. Sur les versions Pro, apparemment, ce serait le cas. Donc, tu aurais les capteurs d'un côté et puis tout ce qui est lampe torche de l'autre. Donc, ça ferait comme sur le Pixel de chez Google, quoi, en gros. Ouais, un petit peu comme ça. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont le mettre sur le 17 ou pas? Apparemment pas, il va ressembler au 16. Là, c'était les dernières rumeurs avec les moules, etc. Donc en général, c'est assez fiable, ces infos, étonnamment, parce que ça sort des usines, c'est la chose qu'ils arrivent à sortir. Et du coup, voilà, il ressemblerait beaucoup à l'iPhone qu'on connaît déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on est à une période de l'année où, effectivement, s'il veut être prêt pour le produire en masse, en millions d'exemplaires dès le mois de septembre, il faut figer le design au mois de mars pour préparer les chaînes de production dès le mois d'avril, et ce qui explique que ça commence à fuiter dès maintenant. On parle cette fois de l'iPhone 17R. Oui, alors l'iPhone 17R, c'est celui qui remplacerait le 17 Plus en gros. Donc ce serait un téléphone qui serait assez grand et assez fin, voire même très fin, puisque Samsung, là, on a présenté un aussi, donc c'est la grosse tendance cette année. On retourne à la finesse, Johnny Ive, si tu nous entends. Et par contre, pour faire un téléphone très fin, forcément, il faut faire des compromis. Et les compromis auraient été faits sur certains composants, notamment la 5G, notamment plus de carte SIM physique, notamment une batterie beaucoup plus petite. Bon, ça, c'était logique, mais du coup, ça veut dire que peut-être l'autonomie, tu vois, faut pas qu'il consomme trop le bestiau. Et on aurait aussi qu'un seul capteur photo. Alors, je sais pas si tu as testé l'iPhone 16e, mais moi, j'ai trouvé quand même qu'après des années de double capteur, c'est quand même difficile d'en avoir plus qu'un, sauf s'il était, tu vois, par exemple, un peu zoom, qui faisait tout, quoi, qui faisait ultra grand angle et zoom, mais ça me paraît quand même difficile. Aujourd'hui, il y a très peu de capteurs qui font ça, quoi. On reste sur l'iPhone, mais pas seulement, avec l'arrivée peut-être de modèles pliables, mais qui ne concernent pas que l'iPhone, apparemment. Oui, parce qu'au début, on nous a dit, tiens, en fait, les écrans pliants chez Apple, ce sera des iPads. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, j'ai un iPad mini qui devient un iPad, tu vois, pro, ça peut être cool. Et donc, Apple aurait plusieurs appareils, apparemment, justement, ils sont en train de travailler avec Foxconn pour préparer les chaînes de production. Donc, bon, tu vois, on avait l'impression que ça arriverait dans 2-3 ans. Si déjà ils préparent les chaînes de prod, ça pourrait peut-être arriver un petit peu plus tôt. Il y en a même qui disent qu'il pourrait y avoir une annonce à la WWDC, mais ça paraît quand même assez anticipé. Ce serait plus, mais ça pourrait arriver, tu vois, on nous dit au deuxième trimestre. Enfin, les spécifications techniques pourraient être finies au deuxième trimestre de cette année.
Donc ça veut dire sortie début mi-2026, mi-2026 quoi, voire peut-être 2027, mais ça pourrait être pour l'année prochaine déjà. Oui, Christophe, le souci d'Apple, c'est d'obtenir une dalle sans cette fameuse petite pliure qu'on voit sur certains modèles. Ils veulent vraiment qu'il y ait un écran qui ressemble à un écran ouvert, un vrai écran. On ne devine pas qu'il soit pliable, quoi. Exactement. Et c'est vraiment, tu vois, c'est mon leitmotiv depuis qu'on en parle. Et Stéphane n'aime pas trop quand j'en parle, mais je suis désolé, mais un téléphone qui se plie et puis après tu dois te taper la ligne en plein milieu à chaque fois, c'est juste horrible. Donc, si un constructeur arrive à faire en sorte que cette pliure ne se voit pas du tout, alors c'est OK pour moi en fait, et du coup ça crée vraiment un facteur de forme qui est sympa à être utilisé, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'a priori c'est pas Apple qui a produit la dalle, ce serait certainement Samsung ou LG. Il y a des chances. À voir. Allez, retour. Merci pour ce busomètre, mon cher Didier. Retour à présent sur les manques de ce MacBook Air M4. Alors, quels sont les manques de ce MacBook Air? Le principal, la taille de l'écran a été corrigée l'an passé avec l'arrivée du MacBook Air 15 pouces. C'est une vraie avancée. Christophe, auparavant, on était obligé de prendre un MacBook Pro si on voulait une taille un peu plus grande. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, effectivement. En plus de la mémoire RAM qui est à 16 Go, maintenant on a la possibilité d'avoir un stockage effectivement à 256, 512, etc. Avec par contre la problématique, tu vois, d'avoir un SSD qui est un peu plus limité en version de base, à savoir que non seulement il est limité au niveau de sa taille malgré tout à 256, mais en plus de ça, a priori, les premiers tests sur le disque le montre moins rapide, moins véloce que les 512 et 1 Tera. Donc c'est à peu près une habitude chez Apple pour les modèles de base. Et oui, est-ce que vraiment les utilisateurs d'un MacBook Air vont voir la différence? Je ne sais pas, mais voilà, c'est à noter en tous les cas. Et puis 16 Go, Laurent, merci Apple Intelligence. Alors oui, merci Apple Intelligence. Après, est-ce que Apple ne devrait pas, tu vois, par exemple, ne pas proposer si peu de RAM en entrée, 8 gigas, c'était quand même un peu juste. Non mais ouais, tu vois, c'est pour ça que même 256 gigas, ça suffit pas pour le SSD. Est-ce que le SSD ne devrait pas commencer à 512? On l'a vu tout à l'heure avec le Honor ou le Samsung, mais tu as un Tera de base maintenant, 512 gigas. En fait, je suis retourné, j'ai essayé de retrouver à l'époque où ils ont sorti l'iMac, tu vois, la machine qui a réinventé Apple. Tu vois, est-ce qu'ils ont sorti une machine pauvre ou ils ont sorti une machine qui déchirait? J'ai le sentiment, je suis allé voir c'est dur de comparer parce que c'est comme il y a longtemps, et comme c'est il y a longtemps, on a du mal à se remémorer ce que c'était. Mais par exemple, c'était les premiers à avoir supprimé le lecteur de disquette, et c'était les premiers à avoir rajouté le port USB sur toutes les machines. Donc tu vois, il y avait une notion d'avance, de changer l'univers. Là, je trouve toujours ça un peu chiche. Autant sur le 16 Go de RAM, je suis presque prêt à l'accepter, parce qu'il faut comprendre, c'est qu'un Mac avec 16 Go de RAM marche mieux qu'un PC avec 16 Go de RAM. Tu vois, à RAM équivalente. Ça a toujours été le cas. Mais par contre, ne laisse pas 256, tu fais rien que 256. L'OS, il t'en prend 15 ou 20. Les caches, ils t'en prennent 7 ou 8. Donc, tu vois, tu as déjà... C'est trop peu, c'est sûr. Il y a déjà 20% qui est bouffé par... 4 de 8 Go à l'époque, le disque dur. Ouais, mais bon... Même pas. À propos des manques, on a un sondage, Laurent. Oui. Possesseur de MacBook Air, quels sont les manques que vous regrettez concernant l'ordinateur portable d'Apple? Donc, on avait 4 questions et 12% ont répondu pas de Wi-Fi 7. Suivi de un meilleur écran, 21%, pas de Wi-Fi 7, 12%, donc peu, 21,3% un meilleur écran, 31,3% pas assez de ports USB-C, et c'est vrai qu'il n'en a que 3 d'un côté. Il y a 2 d'un côté, oui. Et un... Non, même pas, il y en a que 2. Deux d'un côté, le port MagSafe, et donc la prise jack. Et la prise jack de l'autre côté. Donc c'est que un de moins, si tu réfléchis, que le MacBook Pro. Mais c'est pas le point le plus marquant. Non, le point le plus marquant, c'est un SSD trop rikiki. Un SSD Un SSD trop rikiki. C'est dur à dire. Réaction 35,3%. Beaucoup de réactions sur Twitter, Laurent, au sujet du stockage. Le stockage, c'est trop. Franchement, en 2025, il faudrait minimum 512. C'est exactement ce qu'on vient de dire, quoi. Jeff, et je suis totalement d'accord avec Jeff.
Ouais, tu le disais, Christophe, là, ou même Didier, la capacité d'Achille, le talon d'Achille. Et le MacBook Air, c'est vraiment sa capacité dans sa version de base en SSD. C'est des capacités qu'on ne voit plus dans le monde PC. Hein. Non, c'est des capacités qu'on ne voit plus dans le monde PC. Et puis, comme le disait Laurent, le système d'exploitation en mange toute une partie déjà, tu vois. Donc, ça pose des problématiques de... si tu installes un jeu vidéo, ou 2 jeux vidéo, ou 3 jeux vidéo, en fait, ton SSD est déjà à la ramasse. Ne parlons même pas du fait de rapatrier des vidéos pour pouvoir les traiter avec un Final Cut et ce genre de choses. Tu vois, tu peux faire ça sur le pouce aussi, avec un MacBook Air de cette génération-ci. Et bien là, c'est juste pas possible. Donc tu vas avoir des problèmes de mise à jour, tu vas avoir des problèmes sans cesse aussi d'activation, de synchronisation avec le cloud de Apple pour copier les fichiers, mais les fichiers pourront plus être rapatriés. Enfin bon, c'est la galère absolue. Moi, je trouve effectivement que ça, c'est l'un des 2 gros problèmes, comme le disait le révélait le sondage, avec les ports, où les ports, la problématique, c'est que comme ils sont du même côté, en plus de ça, tu dois positionner ton Mac par rapport à ton écran externe en fonction du câble et de la longueur de câble que tu as. Même chose pour la charge, etc. C'est vraiment 2 points qui sont super embêtants, même si c'est une chouette machine. Mais malgré tout, ça pourrait être vraiment, vraiment résolu par Apple. Didier, tu confirmes, il ne faut surtout pas tenter d'installer son système d'exploitation sur un disque externe, hein, si on a un MacBook Air. Non, mais tu peux, c'est juste tu perds des fonctionnalités, et puis en plus sur un portable, c'est pas pratique, parce que là, par exemple, regarde, tiens, c'est ma machine de test, là, je suis en train de faire mes tests. Regarde, il est coltiné avec son SSD en permanence, donc, et parce que j'ai voulu tester justement la machine de base, qui est doublement punie. Donc non seulement tu as donc, on l'a dit, un petit disque, non seulement il est plus lent que les autres, mais en plus tu as une puce moins rapide, on va en parler après sur le GPU. C'est-à-dire que en fait, cette entrée de gamme qui est quand même pas donnée, hein, on est quand même à des tarifs assez élevés, quoi. En fait, c'est pas la vraie machine, quoi. Si tu achètes ça, ça va être une bécane très frustrante. Donc tout est fait, soit tu la prends et puis tu vas apprendre du cloud parce que t'as pas trop fait gaffe à l'achat, soit il faut appeler son banquier pour faire une petite rallonge. Et sachant que la rallonge, elle est quand même assez élevée parce qu'on te vend aussi, le problème c'est qu'aujourd'hui, tu vois, 1 Tera, ça vaut un disque de 1 Tera, on est autour de 60-70 euros quand même. Hein. Ça vaut plus rien. Et là, de passer de 256 à 512, donc juste plus 256. Tu vois, on te vend 256 de plus. Ouais. Voilà. Et le tarif est délirant pour ça. Et en 250 euros, c'est ça ? Ça te flingue le rapport qualité-prix de la bécane, qui est super. Tu vois, vraiment, on est assez unanime là-dessus. Mais vraiment, là, c'est difficile. Et il y a beaucoup de gens, moi j'en ai autour de moi, qui ont changé de MacBook Air parce qu'ils n'ont pas pris la bonne capacité. Et comme tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le faire évoluer, et tu te retrouves coincé. Tu changes de Mac, ce qui est quand même pas très écolo aussi. Alors, c'est intéressant, est-ce qu'il y a également toujours la même machine que l'on compare, on n'est plus du tout dans les mêmes niveaux de SSD ou de RAM, hein, à des prix équivalents dans le monde PC. Non, ça c'est sûr. On a regardé le MagicBook Art 14, hein, qui lui est livré, d'Honor, hein, qui lui est livré en standard avec 1 Tera de SSD et 32 Go de RAM, quoi. Ouais, donc il n'y a pas photo. Pas de photo, et ça c'est vraiment des économies de bout de chandelle, et encore une fois c'est une manière habile de pousser les utilisateurs à monter le prix. Vous êtes 31,3% à considérer que c'est un des manques du MacBook Air, c'est sa connectique à l'instar sur X de DBA, Laurent. Ouais, alors j'aime beaucoup ce tweet, ou ce X, hein, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais DBA France dit, il dit plein de choses dans son message, il dit: j'aurais pas été contre un port USB standard et pas mini. Alors, c'est pas mini, c'est du USB-C. Alors, moi, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, mon rêve, ça serait que tous mes devices passent en USB-C. Pareil. Tu vois, c'est vraiment... Le truc est pratique. Tu n'as pas de retour. Il faut arrêter de revenir en arrière. Il faut adapter en masse USB-C. Ah ouais. Pour moi, je préfère acheter des adaptateurs pour des endroits où il faudrait que je le branche. Mais si je pouvais tout avoir... Et tu vois, je vais prendre mon coup de cœur tout à l'heure. Tu verras. Le seul regret de ce coup de cœur, c'est qu'en fait, la prise est en USB-A. Tu vois, donc voilà. Donc, je suis pas d'accord avec lui. Par contre, je suis d'accord avec la suite. Mais ce qui manque le plus, c'est Face ID. Et c'est vrai que sur une machine comme ça, tu pourrais te dire, tu vois, il va bien falloir à un moment donné qu'il passe à Face ID. Alors il dit: et pas merci la team, à cause de vous, j'ai mon premier Mac et je souffre pour m'adapter à ce nouvel OS. Et en fait, je me suis rappelé quand je suis repassé, quand je suis revenu. Au tout début, l'histoire des fenêtres qui se fermaient pas toutes seules et tout ça, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais je me dis, en fait, aujourd'hui, j'ai vu le fait inverse. À chaque fois que je suis sur un PC, je suis paumé, quoi. Donc, DBA France, tu vas très vite t'habituer. Tu vas voir que tu pourras plus revenir en arrière. Et il dit: mais quel bonheur cette machine. Voilà, j'aime beaucoup ce tweet. Voilà. Et on a aussi Antoine, hein, qui a une réaction sur Twitter d'Antoine. Il manque rien.
ou autre. Moi, j'aimerais un USB-C à droite, comme vrai. Christophe. Hein. Donc, plus de ports USB, l'écran OK, 2 USB-C OK. Alors lui, ce qu'il dit, il n'y a pas forcément besoin d'un USB en plus, mais il voudrait bien qu'il y en ait un de chaque côté. D'accord. OK. Et SSD 512 OK, Wi-Fi suffisant. Voilà. On en reparlera du Wi-Fi. Revenons à la connectique, c'est la principale différence avec les MacBook Pro 14. Enfin, les MacBook M4 Pro ou 16 ou 14, c'est l'éventail réduit à connectique que tu utilises au quotidien, Didier. C'est là la principale différence aujourd'hui entre un MacBook Air et un MacBook Pro, au-delà de la performance intrinsèque de la puce M4 Pro ou la puce M4 Max. Oui, puisque aujourd'hui tu as quand même 2 prises Thunderbolt 4. En plus, je crois que c'est vraiment 2 contrôleurs, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que tu as vraiment tout le débit sur chaque port. Donc tu peux mettre un dock, tu vois, un écran d'un côté, ça va pas te bouffer toute la bande passante. Donc c'est pas mal. On n'a pas le Thunderbolt 5, mais enfin bon, à la limite sur un MacBook Air. En fait, moi, du moment qu'il y a, tu vois, le jack, la prise de charge, sur le MacBook, tu avais qu'un port USB-C et qu'en plus il servait à la charge, c'était vraiment pénalisant parce qu'il fallait choisir souvent ton chargeur ou un dock, une souris. Donc là, pour ça, je trouve que ça va. Après, c'est vrai que c'est une machine qui est quand même pas donnée, qui est assez mobile, donc tu aimerais bien l'utiliser. Par exemple, les photographes, je sais que ce sera assez cool, même si l'écran n'est pas OLED et tout. Et même des gens qui font je connais des gens là qui font des petits, tu vois, qui sont un peu youtubeurs, tout, ils n'ont pas les moyens de s'acheter un MacBook Pro, ils se prennent un MacBook Air. Et ils auraient bien aimé une prise SD. C'est aussi la machine des profs, tu vois, pour faire de la bureautique, tout ça, tu peux le brancher sur un vidéoprojecteur. Bah, il n'y a pas de prise HDMI, donc il faut encore des docks, il faut se trimballer des docks en fait en permanence. Et c'est dommage qu'une machine pure comme ça. Mais bon, je dirais à la limite sur le 13 pouces, tu peux te dire, allez, il faut mettre de la batterie, c'est mieux d'avoir de l'autonomie. Mais sur la version 15 pouces, ils auraient pu mettre un truc en plus, ils auraient pu te mettre des ports un petit peu en plus. Mais voilà, c'est tout sur le même modèle, c'est figé. Tu sais, on parlait des machines figées, elles sont figées ces machines. Et tu as l'impression qu'elles vont pas évoluer encore comme ça pendant 2-3 ans. Elles ne bougeront plus, c'est clair, tu as raison. Autre réaction sur Twitter, Laurent, de Mano, je crois. Tout à fait. Mano dit l'absence d'un écran OLED ou mini LED sur le MacBook Air M4 est-elle une stratégie définitive d'Apple pour séparer ces différentes gammes ou cela pourrait-il évoluer dans les prochains modèles? Christophe, c'est une vraie autre différence entre la gamme Pro et la gamme du MacBook Air, c'est la qualité de l'écran. Hein. Oui, exactement. Donc, tu n'as pas d'écran mini LED, mais tu n'as que du LED. Tu n'as pas de LED, effectivement, qui sont encore réservés au monde du PC et à l'iPad Pro. C'est le modèle de Laurent qu'il a devant lui. Voilà, exactement. Donc, oui, tu as une réelle différence. Maintenant, je trouve que malgré tout, les écrans d'Apple sont tellement bons au niveau du piqué, etc., que oui, tu vois une différence dans les noirs, oui, tu vois une différence sur plein de choses, mais malgré tout, c'est hyper agréable à l'usage. Tu parlais du 15 pouces, Olivier, c'est quand même c'est un banger, quoi. Ouais, c'est clair. En revanche, Laurent, il y a une spécificité, autre spécificité du MacBook Pro et de l'iPad Pro que tu as devant toi, c'est le traitement de la dalle, c'est ça? Oui, en fait, ils offrent... donc, en fait, il n'y a pas de traitement en mat, puisqu'il existe une version dite mat. C'est le modèle que tu as choisi, toi. Hein. Qui est en fait réservé à l'iPad Pro et au MacBook Pro. C'est vraiment appréciable au quotidien, l'écran mat? Ou c'est vraiment... tu t'es juste fait plaisir, quoi? Ouais, non, c'est surprenant. Il y a des avantages et des inconvénients. Et je dis que ça vaut le coup d'aller... Si les gens peuvent passer en Apple Store vérifier, ça vaut le coup. Ouais, ça a même tendance un peu... Certains professionnels, Didier, disent même que ça détruit un petit peu le piqué de l'image, c'est ça? Ça a tendance à la rendre légèrement floue, c'est ça, ce traitement? Ouais, et justement, ça aurait plus de sens, je trouve, sur une machine grand public qui, tu l'utilises peut-être moins pour faire des gros montages vidéo de HDR et tout, que sur une machine pro qui finalement, où là tu veux du piqué, tu veux du détail, et c'est vrai que en fait, ça dégrade l'écran. Hein. Mais c'est une option, comme c'est une option, tu vois, du coup ils veulent que c'est une option qui réserve au pro. Ouais. Autre réaction d'officiel ludique. Non, par contre, en revanche, la calibration de la dalle LED est quand même de la dalle. Oui, toujours chez Apple. Ce côté-là, est comme excellente, quoi. Ouais. Autre réaction d'officier ludique. Officier ludique, alias Vader PN. Je suis sur un MacBook Pro, mais surdimensionné pour mes usages basiques. Seule chose qui m'empêche de prendre un MacBook Air, le ProMotion. Une fois qu'on y a goûté sur iPad et iPhone, impossible de s'en passer. La fréquence de la dalle est limitée effectivement à 60 Hz, hein, donc c'est la problématique, quoi. Vous êtes d'accord, Didier, Christophe? Difficile de revenir en arrière? Tu sais, les écrans Apple super chers, là, Pro Display XDR, ils sont à 60 Hz. En fait, on passe notre vie si tu mets sur des écrans externes. D'ailleurs, là, on m'a envoyé un OLED de chez Asus, tu vois, un ProArt. Et je me dis, waouh, l'image est vachement fluide. Et oui, parce qu'en fait, les Mac, ils gèrent le 120 Hz.
Donc il n'y a pas de souci avec des écrans externes, tu vois, ça pourrait être un truc pour le prochain Pro Display. Après, je sais pas, sur l'ordi, ça m'a moins choqué qu'au tactile, parce que je dirais qu'on a moins ce rapport, tu sais, un peu physique aux objets. Comme il n'y a pas d'écran tactile, en fait, un zoom de souris, tout ça, c'est moins dérangeant. Pour regarder des films, ça dérange pas, parce que tu n'as pas des films en 120 FPS. Et il y a pour les jeux, donc ceux qui sont un peu gamers et qui sont au-dessus de 60 Hz, effectivement, il faut trouver ça, mais bon, sur Mac, est-ce qu'on joue vraiment beaucoup? Donc pour moi, c'est pas un si gros manque que ça. Bon, voilà, je préférerais largement avoir, je sais pas, un gros SSD, quoi. Christophe, tu confirmes? Oui, je confirme, surtout que du côté des jeux vidéo, tu vois, le nombre d'images par seconde doit être suivi par par le rafraîchissement de l'écran, comme le disait Didier, qui doit pouvoir afficher ce nombre d'images par seconde. Donc si tu as 120 Hz et que derrière tu as 60 images par seconde, bah, ça ne sert à rien d'avoir ton 120 Hz. Et le contraire également. Donc c'est quelque chose d'important. Dans le cas de notre ami le MacBook Air, on verra un peu par la suite les benches et les tests qu'on a réalisés. Un écran 120 Hz du côté du gaming ne serait pas forcément nécessaire aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le MacBook Pro M2 Max, que j'utilise au quotidien, il est branché sur un écran externe qui n'est pas ProMotion et je m'en porte plutôt bien. Donc moi, si je revenais à un MacBook Air, je verrais quasiment pas la différence, que dans 90% du temps, je l'utilise avec un écran externe. Mais Didier a dit le point clé, c'est en fait la fluidité, elle est importante quand tu as une réelle interaction et quand tu touches au doigt avec l'iPad, au stylet. Tu vois, que tu as le stylet, que tu vois le stylet qui s'approche et que tu as vraiment ce rafraîchissement, là, ça crée vraiment beaucoup de valeur. Tu es moins précis avec la souris ou avec le trackpad, tu vois. Autre réaction sur Twitter, enfin sur X. J'arrive pas avec X, les amis, je suis désolé, mais... Voilà, autre réaction, Laurent, de Mano, je crois. Toujours. Pensez-vous qu'Apple intégrera un jour Face ID dans ses MacBooks, ou l'épaisseur de l'écran pose-t-elle un trop grand défi technique? Est-ce que je peux me permettre de répondre? Vas-y. Parce qu'effectivement, lors du produit briefing, ils disent, mais l'écran est trop fin pour intégrer Face ID. OK. Et tout l'ensemble de la presse dit, bah, c'est normal, l'écran n'est pas assez épais. C'est pas mon problème, monsieur Apple. Débrouillez-vous pour le faire rentrer, quoi. C'est votre job. Vous nous présentez depuis 4 ans du Face ID, je dis 4 ans, 10 ans du Face ID sur l'iPhone 10, et en 10 ans, vous n'arrivez pas à le réduire pour que ça tienne dans un écran. C'est quand même incroyable. Donc pour moi, non, je ne sais pas si Apple va y arriver. Apple doit intégrer Face ID et doit se donner les moyens de résoudre cette limitation technique. Peut-être qu'ils ont mis une encoche. Oui, surtout qu'il y a une encoche. Donc, on pensait que ça arriverait. Bah ouais. Et puis au-delà, s'ils ne peuvent pas le mettre dans l'écran, ils le déportent. Il y a d'autres endroits où on peut déporter Face ID, sur le clavier, j'en sais rien, que sur l'écran. La réponse dans quelques mois, dans quelques années. Regardez, on a une image de Face ID du composant qui est tiré d'un téléphone. Effectivement, c'est un composant relativement imposant. Mais enfin, on n'est pas très très loin de pouvoir l'intégrer dans un écran aussi fin. Ce serait le minimum syndical. En tout cas, on se consolera avec cette version du MacBook Air M4 par l'arrivée d'une caméra FaceTime qui gère désormais la fonction cadre centré et Desk View. Vous savez, cette fonction qui permet de vous suivre et permet de filmer par exemple un produit qui est posé à côté de votre bureau ou un document. C'est bien pratique. C'est arrivé d'abord sur l'iPad et aujourd'hui, c'est généralisé à l'ensemble de toutes les machines Mac d'Apple, en tout cas les versions portables. Voilà pour le tour d'horizon des manques du MacBook Air M4. Je vous propose qu'on passe au bench. Alors, on vient de recevoir la machine, donc on n'a pas eu le temps de faire l'éventail traditionnel, large éventail traditionnel de tests que l'on fait d'habitude. Mais ce qu'on peut dire d'une manière générale depuis quelques années, c'est ça affirme mon cher Didier, c'est que le bridage des machines grand public, c'est fini chez Apple. On a des puces qui sont super puissantes. Et en fait, même quelque part, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais les bench, maintenant, on s'en fiche, quoi. » En fait, du moment que tu peux à peu près tout faire avec, sauf des trucs ultra pointus, tu vois, de la 3D des jeux et tout, en fait, même une puce M1 aujourd'hui, elle est largement dimensionnée pour la plupart des gens. Et c'est vrai que, du coup, ça a changé la donne, parce qu'avant, on achetait vraiment un MacBook Pro en se disant « Ouais, les MacBook Air, ça rame pour tout. » Tu sais, il y avait le disque dur qui ramait et tout. Maintenant, tu as les SSD, tu as une puce rapide.
On peut même enlever le ventilateur parce que finalement les gens font pas des longues tâches sur ces ordinateurs, ils font pas des gros exports vidéo. Et en fait, ça c'est vraiment le point fort d'Apple. Et tu vois, on doit le redire. Les gens qui disent qu'on critique, non, là on critique pas. Les puces, c'est vraiment leur atout majeur. Il y a une bonne autonomie, il y a de la puissance, il y a de la puissance en pic aussi. Ça c'est très important sur le MacBook Air. Et en plus, ils arrivent à progresser chaque année d'une façon incroyable par rapport à l'époque d'Intel. Donc c'est super. Alors, on s'est intéressé d'abord dans la puissance intrinsèque de la puce M4, même si on la connaissait déjà puisqu'elle était arrivée dans le MacBook Pro et dans l'iPad Pro qu'utilise Laurent au quotidien. On a réalisé quelques tests, c'est facile à faire, avec Geekbench pour tester la puissance intrinsèque du CPU, le Geekbench version 6. Et on a comparé le MacBook Air M2 que j'ai devant moi avec le MacBook Air M4, avec le MacBook Pro 16 M4 Pro d'entrée de gamme avec 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU. Et enfin, on a trouvé intéressant de le comparer avec un MacBook Pro un peu plus ancien que j'utilise moi, qui a 3 ans. Le M2 Max 1238 cœurs, ça donne quoi, Didier, de manière générale? Déjà, on a des scores incroyables en monocœur, c'est-à-dire en fait le monocœur, c'est tu as une application, une tâche, et ce truc-là va aller très très vite. Et ça, c'est vrai qu'ils ont fait des progrès énormément avec le M4. Donc tu vois, tu as un score de 3006 qui est bien supérieur à ton M2 Max, mais étonnant, qui est bien supérieur même au Mac Studio M3 Ultra en monocœur. Il est plus lent, tu vois, alors que c'est une machine hyper chère. Donc ça c'est un très bon point. Et après, il y a quand même pas mal de cœurs donc sur cette machine, sachant qu'il y a des cœurs économes qui sont là pour économiser la batterie quand tu n'as pas besoin de puissance. Mais à la fin, quand tout le monde est là, tu t'aperçois quand même que le gain avec un M2, tu vois, tu gagnes 50% supplémentaire. Donc c'est énorme sur juste 2 petites générations comme ça de puces. Et sachant que, tu vois, le M4, il a le score de ton M2 Max, qui avait 12 cœurs, parce qu'en plus le M2 Max d'avant, ils étaient un peu moins bien fichus, tu avais beaucoup de cœurs économes, alors que là on a vraiment des cœurs très rapides. Et du coup c'est vrai que c'est impressionnant, parce que tu te dis, en 2 générations comme ça, j'ai les perfs d'une ancienne machine, quoi. Très puissante et très chère. Ce qui veut dire, alors on va voir si ça se confirme, puisqu'on a fait également les tests avec Cinebench pour le CPU, mais ce qui veut dire que si on n'a pas des tâches qui nécessitent des accès au GPU, comme notamment si on ne fait pas de tâches très très lourdes comme la compression vidéo, par exemple, un MacBook Air se montre aussi rapide qu'un M2 Max, quoi. C'est assez remarquable. Oui, c'est vraiment un atout majeur. Alors après, il y a beaucoup de subtilité dans ce qu'on dit, parce que c'est pas parce que ça marche en pic sur quelques secondes que ça va marcher sur la durée. Il n'y a pas de ventilation. Si tu fais le test pendant 10 minutes, là, ton MacBook Air, il s'effondre. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant vraiment, c'est ça, c'est de se dire, potentiellement, j'ai quand même la puissance d'une machine, et si on compare au PC, de machine de bureau, sur des petites tâches comme ça, très rapides. Bah, tu vois, tu lances ton mail, tu te fais un petit coup de montage vidéo, un petit effet, il va être calculé super vite, quoi. Qu'est-ce que ça donne sur Cinebench, toujours pour cette fois refléter la puissance intrinsèque de la puce, pas du GPU? On retrouve un petit peu, alors là on l'a comparé au M2, tu vois, et on retrouve à peu près ce qu'on avait sous Geekbench, donc sachant que Cinebench, moi je le préfère parce que souvent il est un petit peu plus efficace, tu vois, par exemple en multicœur on passe de 342 à 519, donc c'est quand même énorme sur 2 générations. C'est vraiment bien d'avoir mis le MacBook Air M2 là, tu vois, parce qu'on voit vraiment quasiment, on double pas les perfs, mais pratiquement. C'est le modèle que j'ai devant moi, qui a servi de mettre talon, entre guillemets. Donc voilà pour le CPU, donc un beau progrès, même si le MacBook Pro M4 Pro est bien sûr largement devant, mais sans surprise. Qu'en est-il des premiers tests Geekbench qui testent cette fois-ci le GPU? Alors, je dirais que les progrès sont un peu moins impressionnants sur la partie graphique, ce qui est un petit peu dommage sur les puces M, tu vois, qui sont pas pro. C'est vrai qu'on n'a pas des perfs de dingue. D'ailleurs, on va en parler un peu dans les jeux et tout. Tu vois, entre le M2 et le M4, tu passes de 45 000 à 54 000. C'est pas un gain folichon, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, et d'autant que la version d'entrée de gamme dont je te parlais tout à l'heure, là, celle-là, qui a le petit disque, le petit SSD, en plus elle est amputée de 2 cœurs, parce que elle, en fait, Apple prend des puces qui n'arrivent pas au niveau de qualité des autres, donc il t'enlève 2 cœurs GPU. Et du coup, tu as encore des scores un petit peu moins bons. D'ailleurs, là, je pense que si tu mets un M2, tu vois, qui a tous ses cœurs, avec un M4 qui n'a pas tous ses cœurs, peut-être qu'ils ont un score qui est assez voisin. Et on voit aussi, donc ici, par rapport à tu as comparé aussi avec un MacBook Pro 16 M4 Pro, tu vois, qui avait 20 cœurs GPU. Et là, tu vois que cette machine est 2 fois plus rapide, sachant qu'elle est 2 fois plus rapide sur la durée, parce qu'elle a un système de ventilation. Et puis là, on voit aussi le M2 Max, tu vois, donc qui était vraiment qui était très très bon en GPU. Il y a 2 ans, il y a 2 générations, et tu vois que en fait le score reste quand même assez élevé. Les versions Max, tu vois, même un M1 Max aujourd'hui, c'est quand même des très bonnes machines pour la partie graphique, pour le montage, pour tous les effets aussi. Ça c'est vrai que c'était l'atout de ces puces, parce qu'en fait le Max, il maxait surtout le GPU en fait.
Est-ce que alors toujours pour tester le GPU, tu es passé à autre chose, GFX Bench Metal cette fois-ci? Oui, ça c'est bon. Le programme évolue un petit peu et il reste quand même intéressant à regarder. On retrouve un petit peu le même étagement qu'on avait précédemment, c'est-à-dire que en gros, tes MacBook Air, ils sont capables de faire un peu de jeu en 1080. Mais voilà, si tu veux commencer à faire de la 3D, alors la 3D c'est pas que le jeu, hein, c'est utilisé même dans tout le système, c'est utilisé, tu fais de l'architecture, tu as des rendus des fois 3D, avant on appelait ça OpenGL, mais tu vois en temps réel, donc avec Metal maintenant, et du coup ça par exemple ça nous donne quand même un bon indicateur sur le fait que les machines Pro et Max, et même les anciennes Pro et Max, là tu vois le M2 Max avec ses 38 cœurs, il défonce encore largement le MacBook. Donc effectivement, si tu as besoin de ça, le MacBook Air, ça reste pas une bonne machine. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas jouer, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des petits montages. Voilà, c'est suffisant, mais c'est pas ouf, quoi. Le montage et déjà, on va en parler dans un instant. Apple a beaucoup insisté lors des produits briefings sur les qualités de cette machine en matière d'intelligence artificielle et sa réactivité par rapport au monde PC. On a trouvé intéressant, Didier, même si c'est pas le test référence du marché, de tester Geekbench AI Neural Engine. Oui, mais il est pas si mal ce test. Il teste juste le Neural Engine d'Apple. Donc c'est uniquement ce petit module qui est lié un peu à l'IA dont Laurent parle souvent, qui est celle utilisée, tu vois, pour reconnaître du texte dans une image. Enfin, cette petite IA est très pratique qu'Apple fait très bien jusque-là. Ils utilisent donc ça depuis des années. Par contre, effectivement, c'est un petit module, donc il a des cœurs et tout comme un GPU. Mais aujourd'hui, on va dire que la puissance, quand tu installes des gros modèles 3D, elle se fait surtout sur le GPU, elle se fait pas forcément là-dessus. Mais celui qu'on utilise là maintenant, c'est plutôt le Neural Engine, et tu t'aperçois que le MacBook Air, finalement, il a un Neural Engine qui est quand même super puissant aujourd'hui. D'ailleurs, tu prends un Mac Studio M3 Ultra, il est moins puissant parce que voilà, il a pas 10 Neural Engine, il a toujours le même, et il est un petit peu moins puissant parce qu'il a la génération M3. Donc là, on a vraiment des super capacités. Et moi, je sais pas toi, mais moi maintenant, par exemple, quand j'arrive dans un Airbnb, je scanne le code Wi-Fi et je fais un copier-coller avec mon iPhone. Tu vois, ça utilise le Neural Engine, c'est hyper pratique, quoi. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait dire en résumé de ces premiers tests, tu iras plus loin dans ton propre test et ta propre vidéo qui sera en ligne, j'imagine, cette semaine, Didier. C'est plus une machine bridée ou limitée pour préserver l'autonomie comme c'était auparavant avec les machines Intel, mais c'est de plus en plus le cas avec les puces M. Elle n'est plus uniquement réservée à des tâches bureautiques. On peut faire plein de choses. C'est vraiment une machine hyper polyvalente, le MacBook Air M4. Mais clairement, tu peux faire un peu tout. D'ailleurs, tu peux même faire du montage. Et je m'amuse toujours à faire des tests de montage parce que tu t'aperçois quand même très vite dans tous ces tests que des petits montages, ça va. Tu vois, tu fais un peu tes films de vacances, tout ça. Par contre, quand vient le moment de l'export ou du calcul, alors tu vois la fréquence du CPU qui fait ouh, puis la température qui monte, et là, ça s'écrase complètement face à un MacBook Pro. Et tu peux avoir des fois, tu vois, là, tu as l'impression qu'il y a un petit écart, je sais pas, de 30% avec le MacBook Pro. En fait, ton MacBook Pro, il peut aller 3 ou 4 fois plus vite parce que lui, il a un ventilateur et qu'il est plus rapide. Donc, il faut pas non plus croire que c'est des machines où on peut faire du montage pro ou du Logic. Tu vois, tu fais de l'audio, tu dis, ah, c'est cool, il a pas de ventilo, il fait pas de bruit. Oui, Logic, sauf que Logic, il va commencer avec, je sais pas, mettons 80 pistes, puis tu attends 5 minutes, il peut plus en lire que 70. Et le problème, c'est quand tu fais du son, quand tu enregistres, t'as pas envie que la machine s'arrête. Donc voilà, c'est pas fait pour tout non plus, quoi. Voilà, si on fait des montages assez basiques, notamment pour les réseaux sociaux, c'est très bien. Par contre, si vous allez monter On refait le Mac, une émission qui dure 1 heure, 1 heure et demie, avec des génériques, des synthés qui s'affichent, des rendus en tous les sens, des incrustations, etc., et donc, ça va prendre effectivement 2 fois plus de temps qu'un MacBook Pro, parce qu'il y a cet export et ce traitement ProRes qui est propre à la puce M4 Pro, qui est implémenté dans la puce et qui fait une vraie différence. Mais il faut vraiment en avoir l'usage. Sur des petites vidéos de 10 minutes, on ne voit pas vraiment une différence, quoi, Didier. C'est exactement ça, tu as tout résumé. Formidable. On va voir dans un instant ce que ça donne pour les jeux, mais avant quand même un élément important, tu parlais, Didier, Laurent, que tu utilises toi 2 écrans externes, donc c'était le choix toi qui t'avais poussé à prendre un MacBook Pro à l'époque, puisqu'effectivement un MacBook Air ne le permet pas. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est plus le cas déjà avec le M3, mais avec le M4, tu peux garder désormais ton écran ouvert. Donc, tu as 3 écrans devant toi. Donc, c'est une raison supplémentaire qui nous pousse à dire que cette machine est de loin l'une des meilleures machines à ce niveau de prix qu'est produit Apple depuis très longtemps, croyez-moi. Un point pointé du doigt par un autre tweetos, même si on ne peut plus les appeler comme ça, c'est Stéphane Coupchou. Il dit que le Wi-Fi 7, c'est pour les gros geeks. Votre sondage le démontre parfaitement. On vit très bien avec du Wi-Fi 6. Didier, tu as une phrase pré-formatée pour ça.
Non mais tu sais, on vit très bien, je l'entends tellement toute la journée que moi j'en peux plus de tout ça quoi. Mais là aujourd'hui, tiens, je faisais des tests, tu vois, c'était sur l'iPad, je téléchargeais des jeux pour faire mes tests, justement pour faire des benches, et des jeux comme Assassin's Creed Mirage, là, des choses comme ça, t'as plusieurs jeux là qui sont un peu triple A que Apple met en avant, c'est 10 gigas le jeu. Donc 10 gigas, si t'as un Wi-Fi 5 ou 6, tu peux mettre 30-40 minutes à télécharger. Si tu as un Wi-Fi 7, ça peut être quelques minutes. Alors tu vas me dire, tu télécharges pas ces jeux tous les jours. Oui, mais l'air de rien, il y a quand même de plus en plus de choses comme ça. Et c'est pas que ça, en fait. En fait, le Wi-Fi 7, les gens te disent c'est assez parce qu'ils comprennent pas aussi toute la techno qu'il y a derrière, qui utilise un petit peu moins, qui utilise mieux la bande passante, que quand tu es 10 sur la même borne, c'est mieux réparti, etc., etc. Et en fait, c'est un pas vers l'avenir. C'est-à-dire quand tu achètes une machine chère, haut de gamme, premium, tu achètes une Mercedes, les gens ils vont pas te dire ouais, mais la clim automatique, tu n'en as pas besoin. Tu vois, tu peux le faire à la main. Bah non, sur ces voitures-là, tu veux ça parce que c'est à ce niveau de prix, il faut avoir ça. Donc en fait, c'est vraiment c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent Apple là-dessus et je trouve qu'ils leur font pas du bien. Il ferait mieux d'être un peu exigeant sur quelque chose comme le Wi-Fi 7 qui, je pense, dans quelques années, quand on te dira tu as un Wi-Fi 6 sur ta machine, bah ça va être long, les downloads et les films, tu vois, tous ces trucs-là. Et puis, on le sait que généralement, moi je jouais avec ma fille, son MacBook Air, il a presque 10 ans. Donc voilà, c'est des machines qui sont conçues, qui sont un petit peu plus chères, c'est vrai, mais qui sont conçues pour durer longtemps. Donc c'est important d'avoir les derniers specs en matière d'implémentation de Wi-Fi. Bon, le MacBook Pro n'est pas forcément beaucoup mieux loti, hein, il n'a pas de Wi-Fi 7 non plus. On va essayer de répondre à une question avec Christophe à présent. Peut-on jouer avec un MacBook Air ? Christophe, est-ce qu'on peut jouer avec un MacBook Air et tu as, comme d'habitude, testé différents jeux sur ce MacBook Air 15 pouces M4 ? Effectivement, d'un côté, on a eu tous les tests synthétiques. Et puis, tu vois, le jeu vidéo, ça fait partie des tests de la vie réelle qu'on peut effectuer et voir un petit peu comment une machine aussi fine peut se débrouiller avec effectivement des jeux vidéo qui aujourd'hui sont de plus en plus demandeurs. Pour la bonne et simple raison que, comme Didier le disait il y a quelques secondes, aujourd'hui tu as des gros jeux de chez Capcom qui arrivent sur le marché, par exemple, pour le Mac, tu as du Assassin's Creed, tu as tout ça en fait qui arrive de plus en plus et on l'espère que ce phénomène va continuer, bien entendu. Et donc effectivement, on a fait ce test en live sur la machine que Apple nous a prêtée. Cette machine testée est un MacBook Air 15 pouces, donc juste pour resituer un peu. Donc c'est le MacBook Air 15 pouces, M4, 4 cœurs de performance et 6 cœurs d'efficacité, 16 Go de RAM bien entendu, comme on le soulignait, et puis le disque de 500 Go, tout simplement. Donc c'est une machine qui est située à 1 749 €, toutes taxes comprises. Donc on n'est déjà pas sur l'entrée de gamme, on est plutôt sur, comme le disait Didier, le MacBook Air que tu as envie d'avoir, quoi, et pas celui qui est en entrée de gamme. Alors la première chose qu'on a effectuée, c'est tester 3 jeux différents. Donc il y a Resident Evil 2, le remake, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Stray, qui est un jeu vidéo aussi de l'année passée, avec un petit chat. Enfin, je vous passe le descriptif du jeu. Et puis après, Resident Evil Village, qui est un petit peu plus ancien, mais qui est aussi un AAA fort demandeur. Et ces 3 jeux vidéo-là, on les a utilisés sur le MacBook Air dans une résolution qui est une résolution hyper connue, qui est le Full HD, donc 1920 x 1080. Et on voit en fait, je vous ai mis 2 références sur le slide avec 25 fps qui est tout simplement le nombre d'images par seconde qu'on obtient au cinéma de manière standardisée, et puis 60 images par seconde qui est un petit peu ce que les gamers aiment bien avoir sur une PlayStation, sur un PC gaming, etc., voire plus sur un PC gaming, bien entendu. Comme ça vous crée deux références. Et donc Resident Evil 2 Remake, par exemple, va arriver au-delà des 60 fps, donc 66 fps, c'est plutôt raisonnable, c'est plutôt sympa à jouer, c'est fluide, mais effectivement, on est en Full HD, on n'est pas en 4K, on verra après comment ça se comporte en 4K. Stray 42 fps, donc quand on est sur un jeu un petit peu plus lourd, peut-être un peu moins optimisé que les jeux de Capcom, on se retrouve quand même avec une perte de nombre d'images par seconde qui est importante. Par exemple, on le voit entre Resident Evil 2 Remake et Stray. Ce ne sont pas les mêmes jeux, on est d'accord, mais malgré tout, on voit qu'on a plus de 20 images par seconde qui disparaissent. Là, on est entre le cinéma et les 60 images par seconde dont on parlait il y a quelques secondes également. Et puis Resident Evil Village qui est
ce gros AAA qui lui va monter jusqu'à 80 images par seconde. Donc tout ça, en fait, c'est assez jouable en Full HD, c'est assez fluide, sans trop de problématiques. Et on peut comparer cette machine M4 avec un équivalent du MacBook Air en M3, même configuration, quasiment même configuration. Et on voit qu'à chaque fois, globalement, on a 20% de perf en plus que le MacBook Air M3, et c'est ce qu'on constatait déjà entre le M1, le M2, le M2, le M3, le M3, le M4. C'est un petit peu toujours ce qu'on gagne au niveau graphisme en tous les cas. Et puis le dernier slide, c'est celui, donc c'est le même test qu'on a réalisé, mais cette fois-ci en 4K, en tout cas une résolution qui s'approche très fort du 4K en fonction des écrans qu'on avait sous la main. Donc le Resident Evil 2 Remake qui lui arrive à 43 images par seconde, Stray qui est à 26 images par seconde, où là c'est déjà, 25-26 images par seconde, ok, il n'y a pas, on n'a pas l'impression, c'est jouable, mais c'est peut-être pas aussi fluide que certains ne le voudraient. Et puis Resident Evil Village qui lui a un peu plus de 37 images par seconde. Donc oui, c'est une machine avec laquelle on peut jouer avec des jeux d'il y a 1 an, 6 mois, en 4K, mais c'est peut-être pas effectivement la machine idéale pour le jeu vidéo et les gamers en particulier. Donc verdict plutôt positif, mais effectivement machine polyvalente. Si on veut vraiment jouer, il faut plutôt un M4 Pro qui reste encore un petit peu trop cher. Merci en tout cas pour tous ces tests, mon cher Christophe. Une autre réaction sur Twitter d'Antoine, Laurent. Antoine dit « On peut toujours améliorer une machine, mais à ce prix, et pour la qualité et durée de vie, je trouve que, pour le coup, il ne manque pas grand-chose. C'est un très bon plan Mac pour 90% des gens. Reste juste le souci des prix et des options. On parle dans le prochain chapitre. » Ouais, d'accord, on en parle dans le prochain chapitre. Alors, quel modèle choisir Alors déjà, l'ancien modèle n'est plus dispo. C'est une nouveauté cette année. Le MacBook Air M3 n'est plus au catalogue chez Apple, mais on le trouve ailleurs, Didier. On le trouve notamment sur Amazon. Donc peut-être c'est un bon plan dans un premier temps, Didier. Oui, mais en fait, c'est le moment où il faut que je quitte le plateau parce que tu sais que moi, je ne suis pas content de cette segmentation-là. Parce qu'en fait, cette machine est super jusqu'à ce moment, en fait. Voilà. Ah, explique-moi. Et ça va pas du tout parce qu'en fait la seule machine à peu près correcte c'est celle à 1449. Et là tu changes de budget. On va partir du début si tu veux bien. Le prix de départ, je prends le site d'Apple, on affiche le site d'Apple en même temps. 1199 € comme disent les Belges. Ça c'est la version 13 pouces si on veut un 13 pouces mais avec seulement 256 Go. Donc si tu veux un disque 512 Go de plus, il faut rajouter 250 € déjà, boum. C'est ça ? Oui, mais en fait, c'est inutilisable. Il faut vraiment le dire aux gens. Cette machine, ne la prenez pas. Je sais que c'est un prix super. Enfin, super. Il est quand même cher, mais toi, tu es étudiant, ton budget, il va être autour de 1000 balles. Donc, tu te dis, pour aller 1200, je mets la petite rallonge qu'il faut, mais vraiment, je vais bosser un peu cet été, quoi. Quand tu es à 1005, déjà, Et en fait, la différence entre les deux, c'est quand même juste 256 gigas. Tu vois, la différence de 250 € pour 256 gigas. C'est incroyable, quand même. Donc, en fait, tu es obligé de prendre celle-là. C'est 1 € le giga. Ouais, non, mais plus personne à ces prix-là, je sais pas où ils les ont, mais c'est de leur massif, leur SSD. Donc, effectivement, et 16 Go de RAM, c'est bien, mais tu vas voir que dans quelques années, on nous dira c'est pas si ouf que ça, même pour de l'IA et tout, c'est pas si énorme que ça. Mais bon, passons, aujourd'hui, c'est largement utilisable. Mais c'est vrai que en fait, c'est le premier prix. Et aujourd'hui, quand tu creuses un petit peu le refurb et tout, tu arrives à avoir du M2, on va dire, avec 512 Go pour le prix de 1200 €, sauf que tu as souvent que 8 Go de RAM. Parce que Apple mettait que 8 Go avant, donc il y a très peu de gens qui ont mis forcément les 16 et les configs qu'il y a souvent en vente sont là-dessus. Et en fait, le problème de ces machines d'ancienne gamme, c'est souvent ça, c'est qu'elles étaient déjà sous-dimensionnées à l'époque, donc elles le sont aujourd'hui. Donc c'est dur de trouver, par exemple, un 16 Go, 512 Go à 1200 balles en M2, M3 aujourd'hui. Ouais, et c'est dommage qu'Apple ne continue pas à vendre les anciennes versions comme les années précédentes. On sait que Tim Cook, c'est son dada de continuer à commercialiser les iPhones. Ils les vendent moins cher, mais continuent à marger plus, puisque a priori les lignes sont amorties. Là, bizarrement, ils ont retiré le M2 du catalogue. Peut-être qu'ils vont arrêter la prod des M2 tout simplement, mais allez savoir. Donc, quel modèle choisir, Didier, Laurent, Christophe ? Plutôt s'ériger donc vers un 512, mais plutôt un 15 pouces. Moi, c'est plutôt vers le 15 pouces que je conseillerais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Le prix n'est pas le même, hein, Laurent. Non, le prix n'est pas le même. Après, moi, j'aime bien une machine facilement transportable. Tu vois, le 15... Attends, tu rigoles.
Non, mais je te dis juste, tu vois, le R en petite taille, tu le mets sous le bras, tu le vois plus, quoi. Tu te rends même pas compte que tu l'as, quoi. Ouais, mais bon, travailler avec un écran de 13 pouces, oui. C'est pas topissime. Le 13 a un avantage, c'est dans l'avion et le train. C'est que vraiment, il rentre sur les tablettes. Et le 15, il commence à être limite. Et tu voyages beaucoup. C'est pas un argument, même dans les amphis, tu vois, des fois, tu as une petite tablette toute pourrie. Et Christophe, tu es assez d'accord? Au-delà, c'est vrai que c'est mon cas. Moi, j'utilise toujours un écran externe, donc je pourrais me satisfaire d'un 13 ou d'un 14. Hein. Oui, effectivement, mais malgré tout, le 15 pouces est quand même bien sympa, et entre autres pour la partie dissipation thermique, parce qu'il a l'air d'être meilleur que le 13 pouces pour la partie dissipation thermique. Regarde, tu vois, toute la partie jeux vidéo qu'on a fait tourner hier, hein, pour ne rien vous cacher, pour tous les benches qu'on vous a montrés, ben, globalement, ça a tourné pendant presque 2 heures, je pense, et on n'a vraiment eu aucune diminution des performances sur le 15 pouces. Et avec le 13, c'était pas gagné. Donc, moi, je dirais plutôt, effectivement, 15 pouces pour répondre à ta question, Olivier. 15 pouces, 512 gigas de stockage SSD, et c'est déjà un super achat, quoi. Donc, mais ça monte quand même à 1749 €. Donc, ça commence à piquer un petit peu, effectivement. Une question donc plutôt 15 pouces pour toi, plutôt 13 pouces pour Laurent. Mais en général, 512 gigas, on a hâte qu'Apple baisse le prix de ses composants et de ses options. Notre tweetos a raison, Laurent. Apple exagère sur le prix des options. Oui, on est tous. Je pense qu'il y a bien l'unanimité sur un sujet, c'est celui-là. Allez, une petite réaction encore de Mano. Ouais, Mano, il pose une question qui est intéressante, parce qu'on en a parlé un petit peu en amont. C'est avec l'arrivée de la puce C1. Okay, donc c'est la nouvelle puce d'Apple qui permet de gérer, entre autres, les communications. Est-ce qu'on pourrait espérer voir à terme arriver la 5G dans des futurs MacBooks, quoi? Apple profitera-t-elle du redesign attendu de la puce M5 pour 2006 et qui est annoncé par les rumeurs, il n'y a aucun doute là-dessus, pour finalement intégrer cette technologie? On n'a pas vraiment vu de rumeurs dans ce sens. Non, on n'a pas vu de rumeurs dans ce sens, et on a souvent eu des questions de l'audience nous disant « j'aimerais bien avoir une puce dedans ». Et en fait, Apple a toujours dit « non, mais en fait, vous vous connectez avec le tethering, donc de vous connecter avec votre iPhone », qui est une fonctionnalité qui, je trouve, fonctionne très mal. Et je passe mon temps... capricieuse, dirons-nous. Elle est capricieuse, je passe mon temps à désactiver, réactiver pour que ça fonctionne. Je considère que dans l'écosystème Apple, il devrait même pas me poser la question. Il devrait me dire, est-ce que je peux me connecter dès que je veux? Je devrais lui dire, oui, tu te connectes quand tu veux, et il ne peut jamais avoir à me reconnecter. Il n'a pas de réseau normal, il bascule sur mon téléphone. J'ai l'impression qu'il réserve cette fonction de cellulaire, du modem intégré aux iPads, pour mieux justement différencier les gammes et pousser les utilisateurs qui souhaitent ce type de produit à acheter plutôt un iPad qu'un Mac, voire les deux. Et on a trouvé intéressant pour ce avant-dernier chapitre de comparer l'iPad Pro M4 au MacBook Air M4. Donc Laurent, on ne va pas refaire la liste de tous les tests. On a refait les tests avec Geekbench, en CPU, en GPU. On a fait les tests également avec Geekbench AI, avec GFX Bench Metal. On arrive peu ou prou au même résultat. Exactement. Sans surprise, parce que c'est les mêmes puces et c'est à peu près la même design. Parfois, c'est à une unité près. Il y a 2 critères qui font la différence aujourd'hui. C'est, j'imagine, l'ergonomie, l'usage du produit au quotidien. Toi, tu as les 2, tu vas nous le dire. Et puis également, c'est le prix qui n'est pas le même, si on veut. À peu près la même machine avec un clavier et un trackpad. Alors, l'iPad est hyper confortable. Ok, c'est une machine qui est hyper pratique. Moi, je l'utilise beaucoup. Donc toi, c'est un 13 pouces, c'est ça? C'est un 13 pouces. Donc déjà, il y a une différence en termes de taille. Si tu veux un 15, tu n'auras pas le même confort. Tout à fait. Mais bon, c'est comparable au 13 pouces que j'ai devant moi. Exactement. Avec un écran de meilleure qualité. C'est vrai. Ok. Promotion, avec le tactile. Oui. Avec le stylet. Donc c'est une option. C'est une option, mais pour la prise de notes, c'est pratique. Et en plus, c'est le Pro. Donc, tu vois l'arrivée, tu as vraiment l'impression que tu écris. Voilà. Ça, c'est le côté positif. L'autonomie, je pense qu'elle est plus faible. Et le clavier, j'ai fait le test. Quand tu retires le clavier, tu as une meilleure autonomie. Donc, je pense que le clavier est un peu trop consommateur. D'accord. Mais le clavier, c'est une option aussi. C'est une option qui n'est pas donnée autour des 300 à 400 euros. En fait, dans le clavier, une fois que tu t'en sers plus, tu peux le garder parce qu'à mon avis, au prix du clavier, il doit y avoir de l'or. Je pense que sous les touches, il y a de l'or. Je pense que c'est pour le lester. Si tu grattes les touches, je pense que tu trouves de l'or massif. Donc, si on achète un iPad Pro
avec la même capacité de SSD que celui-ci, 256 Go. À peu près la même taille d'écran, un 13 pouces, un Apple Pencil. Et le clavier, on arrive à combien? On arrive à 2037 € de mémoire. 2057, exactement. 2057 € de mémoire, tu vois, j'étais pas loin. Et ça fait cher. Hein. C'est quasiment le double du prix, Christophe, Didier. C'est dingue. C'est dingue. Alors d'accord, on a le cellulaire en plus, on a le tactile en plus. Mais tu as le système d'exploitation en moins. Mais on a le système d'exploitation en moins. On est d'accord. Effectivement. Oui, non, c'est vraiment fou la différence de prix. À partir du moment où tu veux aller dans la gamme des tablettes, avec l'iPad et que tu veux commencer à lui donner des options, c'est un feu d'artifice au niveau du portefeuille à croire vraiment que la gamme des tablettes est pensée pour que tu achètes d'abord la tablette et puis à un moment donné tu te dis je prendrais bien le clavier, puis à un moment donné tu te dis je prendrais bien le pencil, etc. Et puis tu vois pas vraiment ce que t'a coûté ton achat. Mais oui, sinon comparé à effectivement un Mac, il y a pas photo, surtout un MacBook Air, quoi. Et après, l'ergonomie est tout à fait différente. C'est vraiment des cibles différentes, Didier, Laurent, des publics différents qu'un utilisateur de MacBook Air, un utilisateur d'iPad. C'est souvent très générationnel aussi. Hein. Ouais. Les jeunes aujourd'hui sont vraiment capables d'utiliser un iPad comme machine principale sans aucun problème. Toi, tu as du mal? C'est une machine d'appoint, toi, hein? Ouais, moi, c'est une machine d'appoint. Toujours pour la même raison, c'est que j'utilise des bouts d'applications qui ne fonctionnent que sur macOS. Et c'est ma plus grande frustration. Donc là, je suis en train de... Je vais même te dire mieux. J'ai envisagé deux choses. J'ai envisagé la location d'une machine à distance, en Mac, ou la mise à... La Mac virtuelle pour pouvoir le faire tourner à distance. Ouais, pour que je puisse... Pour ton iPad. Pour que quand j'ai besoin de ces fonctionnalités, je puisse le faire et que je n'utilise que l'iPad. Et en fait, c'est très compliqué parce que tu n'as pas vraiment de disque dur, tu vois. Ouais. Tu n'as pas vraiment, tu n'as pas la fluidité du glisser-déposer, tu n'as pas. Mais c'est dommage parce que, franchement, je suis vraiment fan de l'iPad. Encore une fois, Didier, ça fait une éternité maintenant, presque une quinzaine d'années que l'iPad existe aujourd'hui. Au début, comme un matériel de consultation, de plus en plus comme un matériel de production avec la version Pro. Et on sent encore qu'on est entre deux eaux avec un système sans arborescence, comme on l'aimerait l'avoir dans la gestion des fichiers, aussi évolué que sur Mac. Ils ne vont pas au bout de la logique, Apple, hein, et que le chantier, il n'est pas terminé encore. Hein, il y a encore du boulot. Hein. Ou alors, parce que moi je côtoie aussi beaucoup de gens qui ont 20 ans, enfin toi aussi j'imagine, avec des alternants, des gens qui sortent des études, et en fait ils ont une façon de voir aussi l'informatique très différente, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de ça, ils veulent pas voir l'arborescence, les fichiers, les logiciels, en fait c'est devenu tu vois, c'est casse-pied en fait, tout cette informatique de vieux là, donc je comprends totalement le fait de vouloir avoir quelque chose de plus simple, mais le problème c'est que simple veut chez Apple dire simpliste. Et on le voit, nous qui travaillons avec les deux, parce que moi j'ai fait exactement comme Laurent, je me suis acheté un iPad Pro M4 et j'essaye de l'utiliser, donc des fois je ne pars qu'avec ça et je suis frustré en permanence, je peux pas faire mes montages, je peux pas faire de développement, ou alors tu pourrais, il y a des logiciels de montage dans Final Cut. Tu peux pas. Par exemple, tu peux pas développer une application iPad sur un iPad, ce qui est quand même, tu te dis, c'est fou comme truc. Ouais. Il faut quand même un Mac. Et en fait, je trouve que même l'iPad est un peu un piège pour les jeunes, parce que comme ils viennent du tactile, c'est plus facile d'aller sur une tablette. C'est pour ça qu'Apple peut-être le met plus cher, en disant les jeunes générations, elles vont être happées par ça. Effectivement, elles vont acheter les choses petit à petit, elles vont avoir l'impression que c'est moins cher et que ça l'est pas forcément. Ce qu'il y a après, le problème, c'est qu'elles ne savent plus utiliser l'ordi. Donc, quand elles s'aperçoivent que l'ordi, c'est pas si mal, par exemple, pour ceux qui font de la frappe, je vois beaucoup d'étudiants qui utilisent des tablettes pour faire de la frappe. Et ben, en fait, c'est beaucoup moins bien parce que le clavier, en fait, il est pas assez lourd. Tu vois, là, la machine est très bien équilibrée et même elle est plus fine. Tu prends un iPad Pro. Avec le clavier, il est plus épais. Dans un sac, c'est moins agréable. Et finalement, tu es un peu piégé par le tactile. Ouais. Et il y a plein de gens qui redécouvrent du coup l'ordinateur, mais très tard. Et je trouve que c'est pas une bonne chose parce qu'en entreprise, en fait, la tablette, elle est trop limitée. Il n'y a pas tous les logiciels un peu pro. Et du coup, on se retrouve un peu piégé. Donc, ouais, pour moi, c'est bien que ces outils existent, mais on n'a pas encore la réponse, en fait. On ne sait pas encore exactement quel est l'avenir de tout ça, quoi. Didier, c'est pas toi qui racontais que tu as rencontré quelqu'un qui te disait qu'il tapait sur son ordi avec le clavier de son téléphone? Ah mais ça m'a traumatisé. C'est vrai que c'est un prof dans notre équipe. Il y a quelqu'un qui est rédacteur et qui est prof aussi à l'université. Et elle a vu une fille qui avait un téléphone dans ses mains avec un logiciel connecté en Bluetooth pour taper du texte dans Word. Donc elle trouvait que c'était plus simple de faire ça que de taper dans Word. Mais pourquoi ?
parce qu'en fait, personne ne lui a jamais appris à taper au clavier. Alors que taper au clavier, on sait que c'est quand même plus rapide que le tactile. Dans tous les cas, même tu prends le meilleur mec qui tape au clavier, il tapera toujours plus vite qu'un gars au tactile. Mais et du coup, le problème, c'est qu'on a tout ça qui suit pas. C'est-à-dire que les gens font du tactile parce que c'est plus facile, ils ont les téléphones. Mais je trouve que l'éducation aujourd'hui devrait être beaucoup plus sur l'ordinateur et moins sur l'écrit. Mais c'est un vieux débat qu'on a entre nous, mais c'est... Christophe, est-ce que tu as formé tes enfants au clavier physique, Christophe ? Alors, moi j'ai plus l'impression que c'est pas tellement générationnel, en tout cas de mon point de vue. Dans mes 3 enfants, il y en a un qui est hyper smartphone et qui ne... Enfin, ça, c'est les légitimes. Après les autres, on veut pas savoir. Il n'utilise que le smartphone. Il y en a un qui utilise que la tablette, que l'iPad. C'est Loïc qui se reconnaîtra et il ne jure que par la tablette. Et puis il après, les plie de temps en temps. Ouais. Bien il les plie de temps en temps, effectivement. Il oublie que l'écran n'est pas pliable. Non, d'ailleurs, en fait, en permanence, ces iPads sont cassés au niveau de l'écran, en fait, et il les utilise comme ça des années parce que la première année, en fait, il les plie. Je sais pas comment il fait. Et alors, tu as Johan qui, lui, par contre, utilise son smartphone, mais également beaucoup pour, tu vois, tout ce qui est scolaire, etc. Il utilise en fait le Mac. Donc, on a vraiment un mélange en fonction des personnes, et c'est pas vraiment une question d'âge chez moi. D'accord. Alors, moi, j'ai remarqué une chose avec mes enfants, c'est qu'ils utilisent, enfin ma grande fille, c'est vraiment une tendance aujourd'hui chez cette nouvelle génération, c'est pas tellement qu'ils sont plus tactiles ou moins tactiles, peu importe, c'est qu'ils travaillent énormément en plein écran. Donc effectivement, le besoin qu'on a nous d'avoir du multifenêtrage, cette nouvelle génération l'a beaucoup moins parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec une seule application en plein écran. Donc on comprenne que l'iPad pour eux, ce soit pas gênant de ne pas avoir plusieurs fenêtres à l'écran. Et je m'interrogeais pourquoi Apple, l'année dernière, lors de la WWDC, annonçait dans macOS 10 la possibilité de piloter à distance son téléphone depuis son Mac. Je pense que c'est une fonction pas très idiote, au contraire, pour convaincre des jeunes à se mettre au Mac, parce qu'on peut piloter, quand le téléphone est interdit en cours, son téléphone sur son Mac et faire des choses qu'on ne pourrait pas en gardant son téléphone dans la poche. C'est pour les vieux qui ne savent pas faire de l'écriture au tactile. Non, moi j'aurais dit que c'est plutôt l'inverse, c'est pour contrôler la règle. Voilà, écoutez, on a essayé d'être le plus complet possible, alors qu'on vient tout juste de recevoir cette machine autour du MacBook Air. Oui, pour moi, c'est la meilleure machine en matière de Mac portable qu'Apple n'ait jamais produite à ce niveau de prix. C'est le meilleur rapport qualité-prix malgré tout, malgré tous les à côté. C'est pour ça qu'on est un peu frustré, parce qu'en plus, s'il y avait eu des options un peu plus accessibles, la série aurait été quasiment parfaite et même beaucoup mieux aujourd'hui que ce qu'on peut trouver du côté du monde PC et de loin. Allez, on passe à vos coups de cœur. Mon cher Christophe, on commence avec toi. L'incroyable Christophe de Grave, d'Inside Corporation Incorporated. De mon côté, c'est un coup de cœur et c'est un coup de gueule, et c'est le même. C'est la même objet. Je ne sais pas si tu connais en fait chez Lego ce qu'ils appellent les Speed Champions. C'est plutôt sympa. C'est des Lego évidemment qui tournent autour de la voiture et qui sont entre 26 et 27 euros. Et c'est mon coup de cœur parce que vous n'êtes pas sans savoir, les amis, qu'ils ont fait une série spécifique pour la F1. Au hasard, Ferrari, tiens, ça m'aurait étonné. Oui, moi j'ai pris Ferrari, mais il y a les 10 voitures différentes qui existent chez Lego. On peut même avoir un pack avec les 10 voitures à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis on prend du plaisir. Ça détend un peu de faire du Lego, je trouve, en fait, de construire tout ça. Pour jouer avec ses enfants aussi, c'est super. Ouais, oui, effectivement, d'autant plus qu'aujourd'hui, Lego a même créé une application qui te permet de co-construire un Lego. Donc c'est vraiment plutôt cool. Entre autres, les Speed Champions, par exemple, peuvent être faits comme ça, en fait, à 2 ou à 3 personnes en fonction du monsieur Lego. De Grave, ceci est un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule. Mais c'est un coup de gueule aussi, en fait, parce que... alors, autant j'aime bien les produits Lego, mais là, par contre, en fait, il fallait vraiment qu'on parle d'un truc, parce que depuis fin décembre, je me suis remis dans une période Lego. Et tu vois, pour mes associés, par exemple, chez Underside, ou bien pour des clients, etc., j'ai acheté des cartes cadeaux Lego. Je trouvais ça sympa comme cadeau de fin d'année. Et le truc, en fait, c'est que je les ai achetés à partir du site, tout simplement, de Lego. Et là-dessus, ils communiquaient comme quoi c'était utilisable en Europe, il n'y avait pas de problème, etc. Pas du tout, parce que moi, tu sais bien, en fait, je suis entre la France et la Belgique. Et là, en France, en fait, c'était pas utilisable parce que je l'avais acheté sur le site
sans le savoir, j'avais été localisé en Belgique. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc première chose. Deuxième chose, en fait, c'est que tu achètes ces petites cartes et puis après, on te dit « Ah, mais tu peux en utiliser que 2 par commande. » Et donc tu dis « Ok, donc tu peux pas les cumuler. » Donc c'est vraiment nul. Des cartes cadeaux, tu peux pas les utiliser. Tu peux pas les cumuler. Non, tu peux pas les cumuler. Et puis c'est pas encore terminé parce qu'après tu passes précommande de ces petites voitures justement par exemple, et puis ils t'annulent la commande et t'es même pas au courant. Et donc tu attends tes voitures qui n'arrivent pas. Et puis à un moment donné, en fait, tu te penches quand même sur ton compte Lego, puis tu vois que ça a été annulé. On ne sait pas te dire pourquoi. Tu téléphones au SAV. On te dit pas de problème, en fait, on va te rembourser tes bons cadeaux. Et là, ça fait 3 jours que je les attends, et j'ai toujours rien du tout sur mon compte. Donc vraiment hyper désagréable en fait du point de vue de l'expérience client, alors que j'adore les produits. Donc c'est et un coup de cœur et un coup de gueule. C'est vrai qu'ils connaissent un énorme succès, c'est-à-dire que c'est des jouets qui plaisent aussi bien aux enfants qu'aux grands. Et alors que le marché du jeu est en régression, est en décroissance, mais en général, le marché du jouet, Lego, continue à caracoler et à avoir des chiffres de croissance assez impressionnants. Merci pour ce coup de cœur et ce coup de gueule, mon cher Christophe. Laurent, de ton côté. Écoute, moi, tu sais qu'on aime bien la marque Elgato. On a pas mal de produits Elgato. Moi, par exemple, j'ai les éclairages. Elgato, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et, on adore les Stream Deck. Et aussi. En fait, moi, j'ai un paquet j'ai les Stream Deck. J'en ai 2 avec qui sont tous configurés. C'est la régie aussi. Ouais. Et en fait, vendredi, on a enregistré ce live. Petit Stream Deck, regardez. Et j'ai été très, très, très impressionné par la qualité de ton audio. Ah, pour une fois. Et j'ai adoré ma voix. Non, c'est toi la voix. Tu mâches quand même tes mots, mais par contre, ta voix avait une qualité. C'était vraiment hyper audible. C'était un son hyper clair. C'est un simple micro USB. Exactement. Donc c'est un tout petit micro USB tout mignon. Qui s'appelle le Wave Neo, qui vaut 99 €. Il est en promo sur Amazon à 75 €, 70 €. On met le lien dans la description. De la vidéo. Franchement, je trouve que au regard de la qualité, mais il est assez mignon, il n'est pas complexe. Il y a juste à le brancher et ça marche et ça fonctionne. Et j'ai bien écouté. Et franchement, je me dis, on est tous avec des gros micros, machin, bidule, et ça sert à rien. Ça sert à rien vos cartes son à 10 000 €. Il faut juste un petit micro USB de chez Elgato. Ça rime. Exactement. Didier, ton coup de cœur. Je vais le mettre. Regarde mon coup de cœur. Oh, des lunettes. Quand je voulais annoncer, vous m'avez dit que vous connaissiez tous ça parce que vous avez un coup d'avance. Mais moi, le nul, je découvre ça que maintenant, tu vois. Et donc ça, c'est quoi? C'est des lunettes en fait qui ont ce que rêve Tim Cook la nuit, c'est-à-dire un petit afficheur à l'intérieur à réalité il rêve augmentée. de Siri, Tim Cook. Je sais pas de quoi il rêve, mais bon, on le saura peut-être quand il sera plus là. Et donc là-dedans. Donc c'est un produit français, et je pense que première info très importante, d'un français qui s'appelle Microled, ils sont à Grenoble, ils font des écrans Microled, et en fait ils ont développé ce produit, c'est un petit peu leur hobby on va dire, et en fait ça se destine aux sportifs, donc si vous faites du vélo, de la course à pied, vous avez sûrement une Apple Watch, mais l'Apple Watch quand tu cours, des fois tu perds ton souffle, sous la combi du ski c'est pas facile et tout. Tu peux tomber, te faire mal, ou même si tu fais du vélo par exemple. Si tu avais l'info comme sur une voiture, tu vois. Ici, écoute, ça tombe bien, c'est exactement ce que font ces lunettes. Alors moi, je les ai testées au ski, je fais un petit test sur Mac Forever si vous voulez aller le lire. Et en fait, j'ai trouvé ça super cool parce que tu as toutes les infos en fait, que tu as besoin, c'est-à-dire ta vitesse, ça peut être ton rythme cardiaque parce qu'il peut se connecter à l'Apple Watch, ça peut être le dénivelé positif, la durée, l'heure aussi, tu sais, c'est pratique d'avoir l'heure quand tu fais des trails et tout. Ça a une autonomie de malade, c'est-à-dire que moi j'ai utilisé une journée de ski complète, il restait la moitié de la batterie, donc ça tient largement 2 jours, tu vois, si tu fais du trail et tout, ça peut être un argument. Et ce truc-là ne coûte pas beaucoup plus cher, c'est un peu comme les Ray-Ban, ça démarre autour de 299 €, donc c'est, tu vois, des bonnes lunettes de ski, tu les payes vite 150 balles. Hein. Ouais. Et donc en fait, leur système coûte 150 balles en gros. En plus là, elle a les verres qui sont qui se teintent électrochromatiques, je crois, électrochromiques, je sais plus comment on dit, et qui se teintent automatiquement. Donc là, elles sont transparentes, mais donc pour le vélo c'est top et tout, mais tu vas au ski, elles se teintent complètement. Et j'ai trouvé ce produit génial. Et en fait, c'est un peu dommage, c'est que la partie logicielle, elle assure pas trop. C'est-à-dire que si tu veux un peu plus de données, par exemple, tu es au ski, tu voudrais le nom des pistes, tu voudrais savoir comment tu rentres sur ta station. Tu veux des trucs que Apple pourrait te faire. Je suis mon regard.
Donc en fait, j'aimerais bien effectivement que il travaille déjà avec Jules Beau, avec quelques partenaires, mais il pourrait travailler avec d'autres éditeurs. Mais l'Apple Vision Pro, tu l'as fait l'année dernière. C'est un vrai coup de cœur parce que je trouve que c'est une boîte française qui bosse super bien. D'ailleurs, dans les écrans micro-LED, ils sont dans les leaders mondiaux. On a la techno, on a le savoir-faire, tu vois. Il manque juste le petit truc qui leur permet de scaler à l'échelle mondiale, en fait, ce genre de choses. Et souvent, c'est ce qui nous manque en Europe, le dernier chaînon comme ça avant d'en faire une licorne. Mais ça pourrait être un banger pour tout le monde. Et j'aimerais bien que ça se développe plus, tu vois. Donc voilà, je leur fais un petit coucou. Ça s'appelle Engo. Et c'est Active Look, le nom de la société derrière. On va mettre un blâme à Didier Poligani, Laurent, parce qu'on les a reçus il y a 2 ans, 3 ans dans l'émission, et on a fait une émission avec eux. Ces versions-là datent d'il y a 1 an. Hein. Non, mais et j'ai couru avec hier, moi, je cours avec, ce sont mes lunettes de course. Et ils sont basés où, à Grenoble, c'est ça ? Grenoble. Ouais. Mais c'est un super produit, franchement, j'abonde dans le coup de cœur de Didier Poligani. Je rêve d'un modèle compatible avec mes devices Apple, que ce soit un modèle d'Apple ou pas d'Apple, un modèle un peu moins sportif que le tien, un peu plus peut-être dans la lignée de ce que fait Meta avec les Ray-Ban, avec des enceintes intégrées, parce que c'est quand même super pratique pour pouvoir écouter ou passer ses coups de fil ou écouter sa musique. Il travaille dessus. Ouais. Il paraît qu'il travaille un peu dessus. Mais ce qui serait bien, c'est avoir les notifs. Tu vois, on n'a pas les notifs. Et accessoirement, une petite caméra. Donc ouais, ce serait top. Aujourd'hui, tu trouves des solutions qui dans leur domaine sont pas mal. Il faudrait arriver à les agglomérer. C'est là, ce type d'agglomération où Apple est plutôt bon généralement. Et wait and see. On reste, et c'est français, monsieur, c'est ça qui est bien. On reste du côté français, simplement un petit coup de cœur pour un nouvel arrivant sur le marché des casques, et c'est français, ça s'appelle le Vive One Pure Plus. C'est vraiment un casque plutôt haut de gamme, autour des 350 €, hein. Un casque sans fil, un Bluetooth, avec une application bien sûr pour iOS, avec un système à réduction de bruit. Ce qui est original, moi je suis moins fan, c'est qu'il y a la mémoire interne pour stocker éventuellement des morceaux de musique. Si vous ne voulez pas gréver ou utiliser votre téléphone en Bluetooth. Moi je suis un peu moins fan, surtout qu'il faudrait pour cela qu'ils puissent utiliser de la musique HD, ce qui n'est pas encore le cas en mémoire interne. En revanche, il est super en termes d'isolation et de confort. Ça fait quelques jours que notre équipe l'utilise au quotidien. Ils en sont plutôt contents. L'isolation passive est vraiment top, sans forcément activer la réduction de bruit. Ce qui est agréable, c'est que si vous perdez l'autonomie, c'est que la batterie est à plat, il continue à fonctionner simplement avec un câble. Ça s'appelle le Y1 Pure Plus et c'est français. Ça coûte autour des 350 €. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Laurent. Merci Christophe. Merci Didier d'être présent à mes côtés chaque semaine. On espère la semaine prochaine pouvoir vous préparer une émission sur le Mac Studio. On sait que tu l'as déjà, donc ce n'est pas notre cas. J'espère qu'on ne le recevra pas à la dernière minute. T'inquiète pas, c'est long à tester, parce que si tu veux mettre un peu d'IA, un peu tout ça. On ne le recevra pas à la dernière minute comme le MacBook Air, mais bon, on verra. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à lancer des pics à Apple, donc je ne serais pas étonné qu'on ne le reçoive pas du tout, ce Mac Studio. Mais non, ils aiment bien la critique Apple. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne en cliquant sur le petit pouce et sur le petit bouton. Ça fait toujours plaisir. Merci encore à toutes les régies, à toute l'équipe d'Electrolins Production en régie qui assure chaque semaine. Et on se retrouve très vite. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.